Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, donc, on est content que ça ait bien marché. Avant de commencer, alors déjà, on est obligé de s'excuser parce qu'on vous avait promis la présence d'Hélène Richard qui n'a pas pu pour des raisons personnelles, donc, mais on a quand même Sylvain Leder qui, de l'aveu de ses collègues du monde diplomatique, fera très bien le travail. Avant de se lancer dans le cœur de la conférence, on voulait vous présenter un peu le contexte dans lequel elle était organisée. Donc, le principe des cafés diplo, comme c'est le nom de notre association, c'est les Amis du monde diplomatique, donc l'association des lecteurs, qui a encouragé ce genre d'initiative d'organisation de conférences et de relais des analyses du monde diplomatique au sein du milieu étudiant, étant donné que c'était pas trop un milieu où les lecteurs du monde diplomatique qui sont actifs, mais dans d'autres associations, il était assez peu dans le milieu étudiant. Et donc voilà, c'est ça qui a donné lieu à l'organisation de cette conférence, par le volontarisme, quand même il faut le dire, du monde diplomatique et de l'association des Amis du monde diplomatique. Et donc voilà, ils sont pas là, mais on va les remercier quand même. Voilà. Donc avant de laisser Sylvain parler, je vous donne une petite introduction justement du propos de cette conférence, ce qui porte sur l'économie hétérodoxe et qui s'appuie sur le manuel d'économie critique qui a été publié par le monde diplomatique. Alors, Jean Tirole et Joseph Stiglitz, c'est deux noms que vous avez déjà dû entendre dans les médias, parce que ce sont deux prix Nobel d'économie, donc deux personnes qu'on peut considérer comme des experts du domaine. Et pourtant, deux prix Nobel d'une même discipline qui partagent des analyses divergentes sur un même sujet, c'est-à-dire est-ce que l'euro sert la zone euro? Et même en prenant le même critère, les deux partagent des analyses différentes. Jean Tirole affirme que l'euro a permis la réduction des inégalités au sein de la zone euro. Joseph Stiglitz dit qu'il les a affaissées. Donc ça illustre une chose. Ça illustre que même entre spécialistes, un consensus dans l'économie a du mal à se former, non seulement sur les analyses que font les économistes, mais même sur la nature même de la discipline économique. Jean Tirole affirme que l'économie est une science neutre, mais beaucoup d'économistes pensent le contraire. Et pourtant, la place de l'économiste dans le débat public est devenue celle d'un expert dont les analyses devraient conduire le politique plutôt que l'inverse. Donc c'est pour problématiser ce genre de sujet, de la diversité du courant au sein de la discipline économique et sur l'hégémonie qu'a pris une certaine forme d'économie dans le discours politique qu'on reçoit Sylvain Leder, à qui je passe la parole. Oui, bonsoir à tous. Déjà, merci de m'accueillir ici, et merci à Baptiste, évidemment, d'avoir organisé tout ça. C'était pas le seul, en plus, c'est magnifique. Donc déjà, apparemment, on n'est pas d'accord sur le sujet que je vais traiter, à savoir, enfin si, presque. Alors, ce qui se passe, oui, c'est que, moi, je m'appelle Sylvain Leder, donc je suis professeur de SES, et en fait, j'ai une double formation d'économiste et de sociologue. L'idée, c'est que j'ai participé pendant presque 2 ans en fait, à l'élaboration du manuel d'économie critique. Ce manuel-là, au sein du monde diplomatique, donc c'est toute une organisation, c'est une 60aine d'auteurs qui contribuent. Nous aussi, on a écrit des articles, évidemment, on a mis au point des mécanismes. On a fait ça, on était plusieurs, il y avait Renaud Lambert, il y avait Laura Reim, Hélène Richard qui n'a pas pu venir ce soir. L'idée, c'était en fait de faire un manuel d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on le voulait accessible à tous. On le voulait exigeant aussi, bien sûr, mais absolument accessible à tous. Donc, sachant que les gens se retrouvent en autonomie avec ce manuel-là. Et on voulait traiter les thèmes les plus classiques du néolibéralisme et les prendre à contre-pied. Donc, dans le manuel, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il y a plein de thèmes comme ça très classiques, sur, je sais pas, la dette, par exemple, pour dire, je reviendrai un petit peu, faut-il payer la dette? Évidemment non, voilà, faut pas payer la dette. Et donc dans le principe, voilà, c'était un peu l'idée comme ça. Et vous verrez, cette conférence, elle est aussi en fait dans le même esprit que le manuel, c'est-à-dire que c'est une conférence d'éducation populaire. Alors ça change quoi concrètement? Eh bien, ça change que, donc déjà, cette conférence, je sais pas, j'en ai peut-être 10, je ne sais pas combien j'ai pu en faire en tout, pas forcément celle-là d'ailleurs, ou des morceaux de celle-là. L'idée, si vous voulez, c'est que ce soit beaucoup plus interactif. C'est qu'on parle d'exemples simples, sans jamais être simpliste, d'expériences vécues,
aussi, voilà, c'est important. Les miennes, par exemple, hein, voilà. Il y a des moments où je vous demandais même de voter pour rien, c'est pas la première fois que vous votez pour rien. Voilà, donc vous le referez là, juste pour faire le jeu, voilà, c'est un petit peu l'idée. Et le principe étant que, à l'issue de tout ça, on va laisser beaucoup de place en fait, pour un débat. C'est l'idée. D'accord? Donc on vous l'annonce, hein, nous on n'a pas évidemment réponse à tout, heureusement, on est juste là pour lever le débat. Le manuel d'économie critique, on l'a porté dans un tas de conférences, hein, moi, d'autres, évidemment. Et on en a fait toujours des moments de discussion politique pour voir un peu ce que vous pensez. On est allé beaucoup en région aussi. Ça a fait l'objet de débats très très intéressants, de retours très intéressants. Alors, moi, la question qui m'a été confiée, après une discussion avec Baptiste hein, par Internet, c'était faire l'économie autrement. D'accord. Alors, au début, je me suis dit, c'est une question. Enfin, après, je me suis dit, non, on dirait plutôt une affirmation. Voilà, même si Baptiste, c'est pas le genre à donner des ordres. Je me suis quand même dit voilà, qu'il fallait vraiment traiter ce problème-là. Alors, je me suis dit, bah oui, faire l'économie autrement, bah, oui, c'est possible. Mais en fait, c'est très relatif, cette histoire. C'est-à-dire que faire l'économie autrement que moi, que le monde diplomatique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir donc, sur le site des mines, Paritex, j'ai trouvé un petit peu comme ça, j'ai regardé les thématiques. Et en effet, on fait de l'économie vraiment autrement. Voilà, on ne fait pas tout à fait la même chose. Alors je me suis dit, peut-être que j'étais un peu spécialiste, moi je ne sais pas, de l'autogestion, par exemple, des coopératives, c'est possible, de la fin de la propriété privée des moyens de production, voilà, j'ai regardé. Et en fait, ce qui en ressort, et ce qui est assez classique, c'est que dans vos enseignements, il y a énormément, de manière sous-jacente, l'économie néoclassique et ses ramifications et ses grands dérivés au fur et à mesure de l'histoire qui sont présentes. Que ce soit des matières pures, hein, je ne sais pas, microéconomie, macroéconomie à fondement microéconomique par exemple, ou même des matières qui traiteraient, je ne sais pas, de l'Europe ou de la mondialisation, ou voilà, c'est possible, ou du développement durable. D'accord? Donc, moi à votre place, en ouvrant mes manuels d'économie, j'imagine que j'ai l'impression de faire une science. J'ouvre, je vois des équations partout, des chiffres, des prix Nobel, des théories, donc je me dis, a priori, je fais une science. Et d'ailleurs, c'est assez vrai. Si on pose la question globalement aux gens en France, que ce soit des lycéens ou à mes étudiants, ils sont en sciences économiques. Après, ils peuvent négocier le pluriel ou pas, mais ils ont véritablement l'impression de faire une science. Alors, pourtant, donc en préparant la conférence, donc j'ai pris les échos, d'accord? Oui, les échos. J'aime beaucoup lire le transverse, voilà. Et donc, voilà, donc bon, ça reste un torche-poule hein, dans l'idée, mais de qualité, si vous voulez. Et en fait, à ce moment-là, donc, il y a un article comme ça sur à quoi sert la Banque centrale. Et à ce moment-là, donc, je nous explique, parce qu'a priori, bon, voilà, je veux dire, si c'est une science, un peu ce que disait Baptiste, il n'y a pas de raison qu'il y ait des divergences aussi fortes, hein, vous verrez que ça nous pose un problème. Alors, les hommes de la réserve fédérale, par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt pour lutter contre l'inflation, pour lutter pour favoriser la croissance? Eh bien, en fait, la réponse, elle est comme ça. Alors, les femmes, c'est plutôt la croissance, donc les hommes, c'est plutôt l'inflation. Ceux qui ont été formés dans des écoles monétaristes, hein, vous savez, donc peut-être ce que c'est, hein, disons plus à droite, si vous voulez, c'est l'inflation, évidemment. Les juifs, c'est la croissance. Les orthodoxes, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à un moment donné, évidemment, ça pose un doute. En même temps, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand je regarde les programmes, que ce soit de l'université, hein, bien sûr, la Sorbonne, enfin, il y a quand même une petite nuance sur la Sorbonne, mais les programmes d'université, les programmes des écoles de commerce, des grandes écoles, etc., on voit que cette économie dominante, néoclassique, elle prend une place incroyable. Mais elle prend une place incroyable, pourquoi? Parce qu'elle s'impose comme une science, comme la science. Donc pourquoi faudrait-il faire l'économie autrement si c'est la science? La citation de Tirole, en effet, c'est ça, hein, c'est-à-dire que je comptais aussi en parler un petit peu, à un moment donné, on lui pose des questions, voilà, sur France Inter, bon. Et à ce moment-là, je crois que c'est Jacques Généreux qui est en face et qui lui dit et monsieur Tirole, vous avez les mêmes conclusions que le MEDEF. Et lui, il répond, bah, c'est pas moi, c'est pas le MEDEF, c'est la vérité, puisque c'est le modèle économique. Vous voyez où on en est? Donc, évidemment, si la science prend une place pareille, vous croiserez très rarement d'autres manières d'approcher l'économie. Alors, on pourrait donc se demander pourquoi l'économie veut ce statut scientifique. Alors,
On va faire une première expérience ensemble, une expérience assez classique que vous devez connaître. Vous prenez un bateau. Vous prenez, je sais pas, un petit bateau, je sais pas, 15 mètres. C'est petit, un bateau de 15 mètres. Et en fait, vous mettez sur l'eau le bateau, vous mettez un mât, vous mettez une voile, par jour de grand vent, vous laissez filer le bateau à toute vitesse, vous prenez un sac, vous le remplissez avec un truc lourd, je sais pas, le dossier pénal de Sarkozy, enfin, je sais pas. Vous montez tout en haut et vous lâchez le sac. Question, à votre avis, le sac il va tomber où? Réponse numéro 1, le sac il tombe au pied du mât. Réponse numéro 2, comme le bateau avance et que je lâche le sac tombe quelques mètres derrière. Allez, qui pense que c'est la réponse numéro 1, pied du mât? Il n'y a pas que des scientifiques. Réponse numéro 2, donc, qui pense numéro 2, qui ne pense rien. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est que, évidemment, peu importe la réponse que vous avez pu donner. Le principe c'est que vous avez tous adopté enfin si tout s'est bien passé, tous adopté un raisonnement scientifique. C'est-à-dire que vous avez essayé donc d'adopter un raisonnement scientifique qui vous a amené une conclusion fausse ou pas, mais normalement, aucun d'entre vous s'est dit non, mais c'est la fée du sac qui s'est embrouillée avec le génie du vent, et donc résultat, où est-ce que je veux dire? La sorcellerie, par exemple, ne tient pas de place dans votre raisonnement. L'économie a très très bien compris, et Max Weber déjà très tôt. Et donc elle donne des garanties en fait de scientificité pour s'imposer à nous. D'où vous verrez après par la suite le recours mathématique, par exemple, massivement, comme si ça la protégeait. En fait, ça ne la protège pas finalement de grand-chose. On va voir ça ensemble. Alors, donc pour moi, l'idée elle est là. Faire l'économie autrement, ça commence déjà par se faire une place. Se faire une place, ça commence déjà par remettre en cause le modèle dominant, le modèle néoclassique. Pour ça, on va le soumettre à une question très simple. Est-ce une science? Donc, j'ai adopté une définition très simple de la science, vraiment la plus simple possible pour que l'économie ait sa chance. J'ai adopté 3 critères. Alors, premièrement, sa capacité à expliquer le phénomène qui s'est déroulé, par exemple, voilà, je suis capable de dire ce qui s'est passé. Deuxièmement, une capacité à prévoir. D'accord? Voilà, les éléments sont réunis, je peux dire là, il va arriver quelque chose, là, il n'arrivera rien, etc., etc. Troisièmement, il faut qu'elle recherche une sorte de double cohérence, c'est-à-dire une cohérence interne, c'est-à-dire entre les théoriciens qui ont au moins des bases communes, d'entente, et une cohérence externe, c'est-à-dire un rapport au réel. C'est-à-dire que le réel, finalement, valide tout ou partie du modèle et vice-versa, évidemment. Alors allons-y. Appliquons donc ces 3 critères à l'économie. Alors vous devez savoir qu'en fait l'économie imite une autre science. Cette autre science-là, en fait, c'est la science physique. Cette science physique a toujours fasciné les économistes, même à une époque, on cherchait même à se faire appeler la physique sociale, par exemple, donc ça, c'est un des critères. Et pourquoi, en fait, la physique, ça nous fascine? C'est parce qu'en fait, elle réunit tous les critères dont je viens de parler. Premièrement, ce qui se passe, c'est que, si je prends mes clés, si je les lâche, je suis capable d'expliquer ce phénomène-là. Je suis capable de l'expliquer, la loi de gravitation, je sais pas, je suis capable de mesurer le niveau de l'impact. Je suis capable de prédire ce qui va se passer. D'accord? Si je lâche les clés, ça tombe. Si je lâche les clés, ça tombe. Si je lâche les clés, ouais, ça va devenir. Donc l'idée, si vous voulez, dans le principe, c'est que là, j'ai une grosse capacité de prédiction. Enfin, je peux mesurer le phénomène. C'est-à-dire que dans ce principe-là, je suis capable d'isoler et même de calculer les forces, par exemple, de résistance. Donc le réel et ma théorie sont raccords. Voilà. Donc ça nous a toujours fascinés, sachant qu'en plus, chez eux, il n'y a pas de résurgence de vieilles théories. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une fois qu'une théorie est démentie, écartée, elle est écartée définitivement. D'accord? Et sur les clés, l'équivalent, c'est de dire à un moment donné, quand on essaie d'étudier les clés, il n'y a pas un physicien qui dit à un moment donné, bon, et au niveau des sorcières, on a vérifié s'il y avait un problème ou pas. Vous voyez, c'est pas possible. D'accord? C'est été avéré comme non scientifique et donc c'est écarté. Maintenant, appliquons ça au domaine de l'économie. Alors, l'économie, premièrement, sur sa capacité à expliquer. Alors là, évidemment, on est très très loin. On pourrait reprendre aussi bien l'exemple donc sur l'euro. Les théories sont souvent chez nous très contrefactuelles. Est-ce que c'est contrefactuel? Quand on dit si.
D'accord? Il y a ça dans le manuel d'économie critique. À un moment donné, on a fait le scénario de la relance de 1981 par Mitterrand, et il y a plein de pistes qui disent ouais, mais si Mitterrand avait renoncé à l'Europe telle qu'elle se présentait et avait préféré lutter contre le chômage, etc. D'accord? Donc déjà, nous, on est très contrefactuel. Par exemple, on va dire, dans la presse, vous allez dire 10 fois, heureusement qu'on a sauvé les banques, sinon, on aurait eu du chômage, de la pauvreté, etc. Non, c'est ce qu'on a eu, ça. Mais plutôt, on va prendre les 35 heures, par exemple. Moi, j'ai pris les 35 heures, j'ai tapé sur Google. Les 35 heures, ça détruit de l'emploi. Et donc là, je suis tombé sur des sites, le Figaro, par exemple, hein, le Cercle Concorde, je crois aussi. Alors, le Cercle Concorde, je vous montre ça, si j'ai encore de la batterie, je vous le dirai après. Donc là, on constate une chose, c'est que les 35 heures, ça a détruit mécaniquement et massivement l'emploi. Maintenant, si je tape sur Internet, les 35 heures ont créé de l'emploi, eh bien j'obtiens 3 graphiques qui vous prouvent que ça a créé de l'emploi. Les 35 heures, ça a créé au moins 350 000 emplois. Il est urgent d'appliquer les 35 heures parce qu'on est dans les mêmes configurations, etc. Donc vous voyez, ça veut dire que chez nous, en fait, dans les capacités d'explication, il y a des divergences énormes. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, eh bien ça change des choses. Alors, l'ordinateur s'est allumé, donc je vais vous dire par exemple. Donc on a quoi? On a, le fameux cercle Concorde. Je vous lis quelques titres, hein, voilà. Le mauvais exemple français. La vieille idée utopiste. Une mesure adaptée, une mesure dogmatique et cynique. Les 35 heures ne réduisent pas le chômage. L'attractivité est remise en cause. Et attendez, je crois qu'il y a une énorme vue derrière, qui est de dire que c'est... Oh là, on ne trouve pas, ça va être énorme. Le fondement de la classe d'entreprise, ils sont en train de parler du fait que ce soit même une honte en fait pour l'humanisation même de la société, c'est-à-dire que ça contraint les travailleurs. Le Figaro, donc là on a 2 personnages qui interviennent. Il y en a un qui va nous annoncer donc ça n'a pas créé absolument d'emploi, pas du tout, au CDE, et l'autre qui va être mitigé au FCE. Et après, donc, sur les autres, vous avez donc les fameux 3 graphiques qui prouvent que tout va bien, etc. Donc en fait, vous voyez, chez nous, voilà, il n'y a pas de consensus en réalité. Vous verrez comment il va être construit après le consensus. Deuxièmement, notre capacité à prévoir, alors elle est extrêmement faible. Donc là, j'ai pris un exemple. Il y a 2 prix Nobel d'économie, on y reviendra, parce que vous savez que le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. D'accord? Ça c'est pareil, on l'a fait dans le manuel d'économie critique, il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Donc dans le principe, il y en a 2 qui ont reçu ce prix Nobel d'économie. C'est Merton et Scholes. Et Merton et Scholes, en fait, ils avaient établi un modèle, alors je vous fais simplement, mais l'idée c'était simplement de prévoir des chocs qui pouvaient arriver dans la finance, l'assurance en particulier. Et donc, ils ont dirigé la LTCM, hein, qui était un fonds de pension qui, dans les années 90, hein, a pris un énorme choc sans le voir venir, évidemment. Ils ont eu une perte de 1000 milliards de dollars, mais heureusement, on l'a renfloué comme d'habitude. Donc dans l'idée, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que la capacité à prévoir chez nous, elle est extrêmement faible. Troisièmement, sur le rapport à la réalité. Alors nous déjà, on n'est pas d'accord sur une mesure. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle mesure de la création de richesse, par exemple. Ça ne marche pas chez nous. La création de richesse, c'est quoi? Alors si vous avez fait de l'économie, vous savez que c'est la valeur ajoutée. D'accord? Donc de la valeur ajoutée, finalement, c'est, je sais pas, je casse mon téléphone portable, je vais en racheter un autre, je crée de la valeur ajoutée. Donc là, on a quand même un souci, quoi. Je rase la forêt amazonienne, je fais des tables Ikea, je crée de la richesse. Donc là, déjà, nous, sur les mesures, on n'est pas vraiment d'accord. Sur le rapport à la réalité, alors là, c'est une vraie catastrophe. Bon, on y reviendra, nous, mais bon, si vous avez fait de l'économie, vous avez vu le nombre d'hypothèses qu'il faut avaler tout cru pour commencer à avancer. D'accord? C'est un modèle d'hypothèses incroyable. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait de l'économie, un prof, en introduction, nous a dit comme ça en amphi, je vais vous raconter une histoire, certains mettront 2 ans à la comprendre, d'autres la comprendront peut-être jamais. Et l'idée, c'était de dire, voilà, c'est 3 personnes sur une île déserte, un économiste, un chimiste et un physicien. Voilà. Ils sont échoués, tout seuls, des naufragés. Ils ont plein de boîtes de conserve, heureusement, mais ils n'ont pas d'ouvre-boîte. À ce moment-là, le physicien il dit, c'est pas grave, il nous fait un vieux schéma, super et tout, il y a une boîte qui tombe sur l'autre, ça ouvre la boîte, et hop, on peut manger. Quant au chimiste, lui, il met la boîte dans l'eau, ça chauffe, je sais pas quoi, voilà, et boum, la boîte s'ouvre, et en plus on mange chaud. Et l'économiste, il dit quoi? Il dit, supposons qu'on a un ouvre-boîte. Et après, il t'explique ce que tu vas manger, comment ça va se passer, comment ça va être absolument extraordinaire.
C'est notre mode de fonctionnement. Et donc on est tellement déficit, mais tellement déficit de réalité, que ce qu'on a fait, vous allez voir, là je vais vous donner un exemple, j'en ai pris un, voilà. C'est qu'il y a les travaux, par exemple, d'Esther Duflo, qui c'est quoi, qui sont extraordinaires, vous savez, tout ce qui est autour d'une espèce de random, vous savez, on est sur le réel, on fait des tests, on compare des populations. Bon. Alors, un de ces exemples très connus, hein, c'est la même qualité, hein, c'est-à-dire que la causalité simple, elle peut s'y intéresser, mais le reste, voilà. Donc la causalité, c'était quoi? Ah oui, c'était une étude pour aller voir, hein, Kramer et Miguel 2004. Voilà, ils veulent faire 2 expériences. Ils isolent 2 groupes, voilà, d'enfants dans un pays pauvre. Et ce qu'ils font, c'est que, oui, souvent les enfants, ça c'est un peu historique, hein, vous pouvez aller lire les articles. Arthur Jatteau, par exemple, la Beauce, c'est bien. Les enfants, c'est comme les rats, en fait, c'est gratuit, d'accord? Donc, c'est nombreux, d'accord? Donc, je peux faire des études. Bon, dans un pays pauvre, on isole 2 groupes, voilà. Et c'est des groupes, des pays pauvres, avec un fort absentéisme, d'accord? Et on va leur donner, attendez, voilà, du vermifuge. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que voilà, ça fait mal au ventre, donc le vermifuge, ça permet de te soigner. Eh bien, conclusion à ce moment-là du travail comme ça de terrain, genre Esther Duflo, eh bien, il y a moins d'absentéisme dans le groupe qui prend du vermifuge que dans l'autre. D'accord? Voilà. Vous imaginez le niveau? Moi, je sais, hein. La science, c'est impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Donc, dans l'idée, c'est ça. Notre rapport au réel, il n'est pas meilleur que ça. Mais qu'est-ce qu'on essaie de chasser dans cette histoire? En fait, on a un énorme problème. C'est que, autant, si je reprends mes clés, on est d'accord sur une chose, c'est qu'elles font toujours le même trajet. D'accord? Elles ne s'en lassent pas. Jamais elles se disent à un moment donné, non, ça me saoule, je fais un détour. Jamais. En revanche, nous, notre objet d'étude, il est complètement différent. Notre objet d'étude, en fait, c'est l'homme. C'est l'homme, et l'homme, pour le coup, lui, justement, il fait ce qu'il veut. Enfin, dans les limites des déterminismes, bien sûr, mais il fait ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire qu'il parfois, il fait même vraiment n'importe quoi. Donc, pour s'en sortir, et pour avoir malgré tout le statut de science, alors, l'économie, donc, elle a utilisé plusieurs leviers. Elle ne résiste pas. Une définition scientifique un peu sérieuse. Elle ne résiste pas. Donc il fallait faire autre chose. Avoir ce statut de science. Premièrement, c'est la rationalité. D'accord? Donc on va considérer que les individus sont rationnels, c'est-à-dire vont prendre toujours le même chemin. Si vous avez fait de l'économie, par exemple l'individu maximisateur, d'accord, vous l'avez croisé à l'infini. Vous avez aussi l'autre levier qu'on va utiliser, c'est les fameuses hypothèses. D'accord? Donc là, à ce moment-là, vous avez évidemment l'histoire de l'île, hein, d'accord? C'est-à-dire que ouvre-boîte. Moi, quand je fais cours à mes étudiants, je leur explique un peu cette histoire-là. Et quand ils viennent me chercher un petit peu sur mais monsieur, c'est pas très, pas très concret et un peu absurde, je leur dis toujours ouvre-boîte. D'accord? Voilà. Il faut surveiller une certaine hypothèse et après, vous pouvez seulement. D'ailleurs, vous savez, il y a un truc très connu, c'était Giovanni Dossi, c'est un économiste hétérodoxe italien qui avait envoyé en fait une contribution au journal d'économie mathématique. D'accord? Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont très gentiment retourné en fait son article en lui disant, je vous le lis, monsieur, vos agents ne maximisent pas. Votre article n'est donc pas un article d'économie. Soumettez-le à un journal de sociologie. Voilà. Merci, cordialement, etc. etc. D'accord? Donc ça, ce sont les 2 ressources que nous, on va utiliser, en fait, systématiquement. C'est à un tel point que les hypothèses du modèle et le modèle, ce qu'il est devenu, inverse la logique. Vous connaissez cette phrase de Brecht hein, qui dit si le peuple n'est pas d'accord avec le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. En fait, c'est exactement ce qu'on fait nous en économie. C'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on considère plus ou moins idéal, on a un objectif à poursuivre, et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on modifie la réalité en fonction de ce modèle. Alors, je sais pas, si je prends un exemple en sciences physiques, on vous a appris que 2 droites parallèles ne se croisaient pas. D'accord? 2 droites parallèles ne se croisent jamais. Bon. Ça, c'était chez Euclide, hein, chez Copernic, les droites elles se croisent, hein, si je me souviens bien, c'est parce que c'est un système sphérique, donc ça se croise. C'est comme si les droites se disaient à un moment donné, voilà, non mais là on a changé de système, il faut arrêter de se croiser. Voilà, non les gars, c'est pas possible. Ben, nous, c'est exactement ce qu'on fait. Par exemple, vous avez vu, normalement, techniquement, puisque c'est même la réforme Macron, quoi, que la productivité marginale du travail, alors je parle un peu aux spécialistes, mais ça ne dure pas. La productivité marginale du travail, bah, en fait, elle est strictement décroissante. Vous avez vu ça? Alors déjà, pour ceux qui savent, donc résultat, je croise le taux de salaire réel et j'obtiens un nombre d'heures, voilà.
Ce qui fait que plus c'est cher, évidemment, le travail et moins j'en embauche, et dans l'autre sens, le salarié, moins il est payé, moins il va travailler. Alors déjà, un peu une aberration, moins tu es payé, moins tu vas travailler, mais tu manges comment exactement, voilà. Donc bon, enfin, bref. Donc dans le principe, je pose la question. Qui pourrait me dire comment mesurer la productivité d'un médecin en hôpital? Je vous écoute. Parce que nous galère. Le nombre d'actes réalisés. Alors là, je suis meilleur médecin du monde, moi je connais rien. Tu vois, moi j'arrive, je te fais des ordonnances à l'appel, la même, je te photocopie, soigner. Qui d'autre? L'espérance de vie, c'est possible. N'importe quoi. Le podologue, super médecin. Le cancérologue, qu'est-ce qu'il est mauvais. Marche pas. Non, mais par biologie, évidemment. Ah, mais c'est impossible de faire des comparaisons strictes. On avait essayé. Ah bah, évidemment. Les essais cliniques essayent de le faire. Comment? Les essais thérapeutiques essayent de le faire. Ah ouais, ça y est, ouais, en effet. Et donc, d'autres idées? La satisfaction des patients. Dans ce cas-là, si un jour tu es prof ou médecin, il y a un souci, hein, d'accord? Soit tu passes des années de la journée avec des élèves, voilà, et tu mets un peu général. Non, parfois il faut prendre des décisions difficiles qui vont à l'encontre, voilà, et puis tu as un médecin qui n'est pas sympa du tout et très productif, par exemple, aussi. Délicat, comme question. Pas délicat, parce qu'en fait, pas de réponse, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aller mesurer l'efficacité d'un groom dans un hôtel de luxe, tel groom, c'est qui ouvre les portes. Voilà, à la rigueur, il porte les bagages, voilà, il ouvre les portes. Voilà, tu calcules. Le veilleur de nuit qui surveille les locaux, qui boite et qui a un chien, voilà, il sert à quoi si je me donne sa productivité? On a un souci, par exemple, là. Déjà, quand on dit la productivité marginale du travail elle est décroissante, il faudrait pouvoir la mesurer. Or, dans les services, c'est extrêmement compliqué, on est plutôt passé à une productivité collective. Donc déjà, isoler les productivités, ça devient extrêmement difficile. Penser qu'elle est décroissante, là, ça devient carrément aberrant. C'est-à-dire que vous avez une productivité marginale décroissante. Traduction, ça veut dire quoi? Première heure, je suis super efficace. Deuxième heure, un peu moins. Troisième, un peu moins. Je crois pas, hein. Moi, à 8h30, je sers à rien. À 9h30, ça repart. 10h30, c'est bien. 11h30, bon, j'ai faim, c'est fini. 14h, bah, voilà, je digère. Hein, voilà. 15h, ça va. 16h, enfin, moi, productivité, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Et ça peut dépendre du soleil ou je sais pas quoi. D'accord? Donc ça, par exemple, on travaille avec des hypothèses comme ça en permanence. Donc à la Sorbonne, quand on enseigne aux étudiants, c'est un petit peu le problème. Vous vouliez dire quelque chose? Ne dit-on pas qu'il suffit de prendre des mesures pour arriver à perturber le phénomène de la vérité, quoi. Je ne dis pas exactement comme il faudrait, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, si vous voulez bien, c'est vraiment une question de fond. Prendre la mesure, c'est fait tromper. Voilà. Ouais, mais ah oui. C'est une loi qui existe en physique. Et, voilà, je ne suis pas physicien, donc Alors, si vous voulez, gardez votre question, vous voulez bien pour la fin, parce que c'est un peu une question de fond, donc on discutera ensemble et c'est ça qu'on parle, excusez-moi. Non, mais dernière fois. Alors, il y a quoi d'autre, évidemment, pour légitimer cette science, alors qui n'en est pas une. En fait, on a évidemment les institutions. C'est-à-dire que si vous faites le tour, si vous regardez bien, et si vous cherchez un travail, si vous êtes un peu en dernière année, etc., eh bien ce modèle de base, ce modèle donc dominant microéconomique, il est absolument partout. Il est enseigné partout, il est utilisé partout. Il est utilisé au FMI, par exemple, il va être utilisé par la Commission européenne. Vous savez, la concurrence pure et parfaite, hein, ça devient libre et non faussé, par exemple. Bon, voilà. Donc, ce modèle est partout, et en plus, il a le vernis de la légitimité, par exemple, par le prix Nobel. Alors, le prix Nobel, Tyrol l'a eu, par exemple, hein, voilà. Le prix Nobel n'existe pas. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand il a été créé, ce prix Nobel, vous savez, bon, il n'y a pas de prix Nobel en maths, parce que la femme, un des frères Nobel, s'était barré avec un mathématicien, donc voilà. Mais il n'y a pas de prix Nobel en économie parce que, à l'époque, on ne considérait pas ça du tout comme une science. Pas du tout. Donc c'est seulement après, en 1968, qu'on va créer un prix Nobel qui s'appelle en fait prix en mémoire d'Alfred Nobel, et c'est distribué par une banque. La plus vieille banque, c'est la Banque de Suède, et donc il distribue ça. Et quand on regarde, vous irez voir le manuel, quand on regarde la distribution, c'est très simple. Hein. C'est les néoclassiques qui l'emportent largement, les dominants, complètement, à quelques exceptions près. Voilà. Et encore, hein, si on intègre dans Amartya Sen, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a plutôt tendance à réhabiliter le modèle néoclassique, en réalité le modèle plus qu'autre chose. Hein. Alors pourquoi? Les élèves se posent la question, on se pose la question, pourquoi? Alors là, c'est une autre petite histoire qu'on m'a racontée aussi, encore à la Sorbonne, hein. Enfin on a des cours aussi, mais là c'est des histoires. Et dans le truc, si vous voulez, c'est l'histoire du lampadaire, ça vous devez la connaître. Ça m'a même fait l'objet d'un livre, hein, la théorie du lampadaire.
Il fait nuit, il y a un gars au pied d'un lampadaire qui regarde comme ça, le lampadaire est allumé, il regarde au pied du lampadaire, bon. Il y a un autre gars qui passe et tu lui dis tu fais quoi? Bah, j'ai perdu mes clés. Ouais. Tu les as perdues au pied du lampadaire? Il dit pas du tout, mais il y a de la lumière. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, dans le modèle qu'on nous propose, quand on nous pose des questions, bah, c'est pas tellement que le modèle soit très performant, ça c'est sûr et certain, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Donc sans arrêt, on est au pied du lampadaire. Et il y a quoi dans cette pénombre, en fait, qui nous menace? Non, enfin, qui menace les économistes. Non. Eh bien, en fait, il y a les sciences sociales. Il y a les sciences sociales. Il y a une guerre interne pour que l'économie aille plutôt vers une forme de gestion mathématisée, plutôt que d'aller vers les sciences sociales. Et pourtant, si on veut un rapport réel puissant, si on veut une compréhension et une prise en compte de l'humain, alors à ce moment-là, les sciences sociales, c'est merveilleux. Mais évidemment, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce qu'on accuse des relations sociales d'être dans l'idéologie, alors que pour le coup, l'économie est largement dans l'idéologie. L'économie fait quoi d'autre? Bah, les maths. Les maths. Avoir recours aux mathématiques. Alors ça, autant, moi je ne suis pas spécialiste des mathématiques, hein, même si je fais beaucoup, je peux les enseigner, mais les mathématiques, voilà. Parce que les mathématiques, c'est génial. C'est une science extrêmement chimique. Comme tu veux. Tu veux poser une question? Non, en fait, c'est lié sur on disait que la théorie de Marx oppose l'économie comme une science et une science sociale. Ouais. Comment vous expliquez que vous êtes enseignant de sciences économiques et sociales? Ah bah alors ça, je répondrai après, c'est pareil, je note, parce que c'est une réponse intéressante, c'est que j'ai fait un article là-dessus dans le monde diplomatique, d'accord, sur un thème qui était, voilà, moi. J'ai été nourri, logé et instruit par le MEDEF. Voilà, je vous raconterai ça. Donc, les sciences économiques et sociales, voilà, donc je disais quoi? Les mathématiques. Les mathématiques sont censées être d'une puissance d'explication très forte. Alors, quand vous regardez déjà, hein, vous dites ça s'utilise très très bien en sciences physiques. Hein. Alors là, les épistémologues des maths vous disent non, mais attends, il y a tellement de théories mathématiques qu'il y a une minorité qui servent en réalité à la science physique. Mais bon, c'est pas tellement la question. La question, c'est que les mathématiques, voilà, ça nous donne vraiment un vernis scientifique. Et je vous poserai la question comme ça. Pourquoi 2 plus 3, ça fait toujours 5? Ou pourquoi, si vous voulez, enfin, ça fait combien une bouteille d'eau plus une bouteille d'eau? Vous êtes tenté, hein, de dire, bah, je sais pas, il est con, 2 bouteilles d'eau. En fait, pas du tout. En fait, il n'y a pas 2 bouteilles identiques sur Terre. C'est pas possible. Donc en fait, si 2 plus 3, ça fait toujours 5, c'est simplement parce que ce sont des concepts. Les mathématiques, c'est un langage. D'accord? Il n'y a personne qui a mis avec un 3. D'accord? Donc il y a avec un 2. Dans le principe, c'est exactement la même chose. C'est un langage, mais c'est un langage très puissant. Parce que par exemple, il nous protège des syllogismes. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Alors attention, hein, les mathématiques, entre les axiomes, qui sont des vérités évidentes, les postulats, etc., il y a des failles. Hein. Ça, on est bien d'accord. Là, vous connaissez le théorème de Gödel, hein, qui est un théorème qui s'applique vraiment une toute petite partie des mathématiques, hein, mais l'idée, c'est quand même qu'on a un vrai souci avec ça. Donc c'est un langage, mais ça nous protège des syllogismes. Alors c'est quoi un syllogisme? Donc j'en ai cherché un pour vous, un syllogisme. C'est pas très facile, j'ai trouvé un syllogisme post-socratique. Je l'ai. Tous les hommes de gauche ont une écharpe rouge. C'est très post-socratique. Christophe Barbier a une écharpe rouge. Donc Christophe Barbier est de gauche. Oui. Donc les mathématiques, techniquement, nous protègent de ce genre de raisonnement qui ne mène pas, en fait, à grand-chose. Le problème, vous voyez, c'est que c'est qu'un langage. C'est qu'en fait, les mathématiques mettent du vernis mathématique si on ne remet pas en cause les conditions déjà d'hypothèse. Ça change absolument tout. Si on remet en cause la productivité, n'importe quoi, ça ne me donne absolument pas les mêmes réformes. Si jamais je m'adresse, moi, à un élève de seconde et je lui dis, voilà, c'est le point suivant. Voilà, ce qui va se passer, c'est que, imaginez une situation comme ça. Voilà. Il y a un chômeur qui a 1000 € d'allocation chômage à vie. C'est bien, hein. Je sais ce que je veux, c'est mon exemple, mais 1000 €, on va dire que ça bouge jamais. Et on lui propose un emploi à 1300 €. Mais évidemment, il y a des coûts de transport, voilà, il faut se faire une chemise, il faut payer le pot de départ, le pot d'arrivée, voilà. Et ça lui coûte 301 € par mois. Donc, à votre avis, il reste chez lui pour 1000 € ou il va bosser pour 999 €? Alors je vous écoute, qui pense qu'il reste chez lui? Oh, il devient timide. Qui pense qu'il va travailler? Ah, il y a des gauchistes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors,
franchement, quand vous prenez vous savez que ça, c'est une conclusion de la théorie néoclassique. Hein. De dire que le chômeur, en fait, optimise, ne veut pas sortir de la trappe à chômage, d'accord, c'est même pas de sa faute, hein, il est coincé là, donc c'est pour son bien qu'on va faire des allocations de chômage dégressives, ou alors qu'on va lui supprimer le RSA, d'accord. Voilà, le chômeur fainéant, le fait qu'on aille enquêter dans les ménages de RMistes, hein, Juppé l'avait déjà fait, résultat nul, d'accord, enfin voilà, donc, et là on recommence, encore une fois, on stigmatise les chômeurs. Donc il y a des enquêtes de terrain qui ont été faites, parce qu'il faut aller sur le terrain. Et donc là, Concilabie Zajdela, on fait une enquête sur les RMistes. De mémoire, 72% des RMistes retournent au travail, qu'ils perdent de l'argent, ou pas. Ce qui est très étrange, c'est quand on demande aux gens, à votre avis, est-ce qu'ils retournent au travail, vous avez 80% des gens qui disent non, ils restent chez lui, c'est un feignant. Si vous leur demandez, et toi, tu retournerais travailler, 80% des gens répondent oui. Pourquoi les gens retournent travailler? Eh bien là, il faut faire rentrer la sociologie. Bah, c'est parce que le travail, c'est de l'accessibilité, c'est du revenu, ok, c'est aussi de la protection sociale, d'accord, ok. C'est de la sociabilité, je rencontre des gens, je rencontre même mon conjoint là-bas, dans les statistiques, hein, des collègues qui feront des amis, c'est la socialisation, on m'apprend des choses. On m'apprend, ça dépend, à écraser le temps possible. Mais on m'apprend aussi à arriver à l'heure, on m'apprend, voilà, c'est possible. Donc, c'est aussi l'identité. D'accord, c'est très compliqué l'identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginez, vous souvenez-vous, quand vous étiez encore lycéen, par exemple, nous, nos lycéens, à un moment donné, quand ils partent en vacances, ils n'ont plus de contraintes. Donc pendant juillet, août, ils se lèvent à 17h, ils n'ont pas vu le soleil pendant 4 jours. Ils rentrent, à la rentrée en septembre, ils ne savent plus s'ils sont droitiers ou gauchers. Hein. Je peux vous dire, ils n'écrivent pas. Voilà. Imaginez ça sur une période de 5 ou 10 ans. D'accord? Imaginez. Même chose. Prenez, faisons un peu de féminisme, prenez les cas des femmes. C'est-à-dire, si jamais tu dis à une femme qui fait rien, vous savez, elle fait rien, elle s'occupe de 3 enfants à la maison, bon. Et bien, ce qui se passe, c'est que vous dites, demain tu pourras faire ça, tu pourras repasser la chemise, ou ma chemise, d'accord? Eh bien, elle va justifier de quoi? Elle va justifier de quoi? L'identité, c'est ça le travail. Le travail te donne des horaires, structure ton temps social, c'est extrêmement important. Te donne aussi une importance, te permet aussi de dire je ne peux pas le faire, de ne pas être à la disposition des autres, par exemple, ça compte comme ça. Regardez les personnes âgées, quand j'étudie sociologie, elles font quoi? Elles se lèvent à 9h du matin parce qu'il faut absolument que je boucle les feux de l'amour, parce que là, peut-être que Beverley, d'accord, voilà. Et à midi, il faut aller voir un juste prix, parce que voilà, et ça permet comme ça de séquencer la journée, sinon, voilà. Les gens vont retourner travailler massivement, au moins pour ces raisons-là. Et ce qui est étonnant, c'est pourquoi mes élèves de seconde, pourquoi les gens qui n'entendent rien à l'économie, pourquoi ont-ils cette théorie-là de dire qu'il reste chez lui le chômeur? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont fait un travail énorme sur l'opinion. Alors c'est pour ça, hein, moi, je vous parlais des échos, hein, j'aime vraiment bien lire, voilà. Et bien sûr le monde diplomatique, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a réussi comme ça à construire l'opinion. Alors, moi, par exemple, en tant qu'économiste, hein, je vous disais tout à l'heure, la dette, mais c'est pas un problème, la dette. Le Japon a une dette bien supérieure à la nôtre, les États-Unis aussi, et pourtant on n'en parle pas de la même manière, c'est bizarre. La dette, on n'a pas de problème de la dette, nous. Peut-être un problème de gestion de la dette. Mais quand moi je regarde, enfin j'ai pas la télé, hein, donc, mais évidemment. Mais le truc c'est quand je regarde, je sais pas, des journalistes et Pernod. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le principe, c'est moi j'ai peur. J'ai juste peur, enfin voilà, je regarde l'écran et je vois un compteur qui tourne et je me dis non mais il se passe quoi, ils me font les poches, on va exploser en vol. Voilà, enfin je veux dire c'est inquiétant. En revanche on m'explique rien, d'accord, on m'explique que la dette elle est extrêmement élevée, qu'elle est due aux dépenses de l'État, etc., etc. Donc je peux vous le dire, je vais vous le faire le reste du temps, Baptiste. Bon, il faut un quart d'heure. Ok, non, je dis ça. Et donc dans le principe c'est que la dette c'est l'histoire du néolibéralisme. Okay. Prenez les grandes dates du néolibéralisme et vous verrez comment la dette elle vient. Prenez le fait de 1983, les critères de Maastricht, de l'interdiction de la dette entre les États, les banques centrales. Prenez un truc très simple, les subprimes. Regardez les subprimes, ça nous a coûté les subprimes. Comment ça a fait exploser de 50% en moyenne les dettes d'État? C'est bien le libéralisme qui l'a fait. Le chômage, c'est pas moi le chômage, d'accord? C'est le système, notre système il est comment? Voilà. Donc en fait, quand je reprends ça, je me rends compte de cette chose-là. En plus, on parle d'économie hétérodoxe, là, vous voyez, filigrane, l'idée c'est de dire, ouais, il y a même des théoriciens comme Chenet par exemple qui vont vous expliquer ce que c'est que la dette illégitime, les dettes sur lesquelles on a payé des taux d'intérêt trop forts, ça, c'est à partir du moment où on est passé sur les marchés financiers. Voilà, les taux d'intérêt réels ont explosé dans les années 80, c'est là que vient une grosse partie de notre dette. Je vous rappelle que sur les 2000 milliards qu'on doit, on a dû payer 1400 milliards d'intérêts déjà, hein, d'accord, voilà.
Et le problème, c'est qu'on nous a complètement convertis en fait à cette idée-là même du marché. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des campagnes de pub. Enfin, vous ne pouvez pas vous souvenir en fait, c'est pas possible, mais peut-être que vous les avez vus. C'est Paul Lousewitzer, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Paul Lousewitzer, c'est quelqu'un qui a fait fortune avec les porte-clés, d'accord? Mais dans les 80, vous voyez, c'est un peu comme Tapi. Ce sont des héros, d'accord? Et donc il s'agit de convertir l'opinion publique. Et donc là, France 3, qui s'appelle pas France 3 d'ailleurs à l'époque, qui a dû vraiment péter un câble pour trouver les vidéos sur l'INA, etc. Donc a engagé une campagne de communication, de transformation de l'opinion pour nous expliquer que il fallait absolument endetter le marché, l'État sur les marchés, d'accord? Et alors ça commence comment? De mémoire, il y a une pièce de théâtre qui commence, un Molière, l'avare, je crois que c'est l'avare, voilà. Donc on voit ça, et on se dit, voilà, ça dure 4 secondes, et boum, le rideau tombe, et là arrive Paul Lousewitzer, qui a écrit des livres, d'ailleurs il n'a jamais écrit aucun, il a fait écrire des livres, qui s'appelle, genre, je me souviens d'un, c'est Monnaie, d'accord? Et donc il arrive, il a vraiment, regardez, voilà, je veux dire, il a vraiment la dégaine, c'est caricaturale du vendeur de voitures à l'américaine, le sourire, les cheveux collés, voilà, il est un peu en surpoids, etc., etc. Il est là comme ça, il vous explique Molière, vous n'avez jamais rien compris? Moi non plus. C'est parti pour un tour. Et donc là, il commence, et là il explique soyez moderne, endettez-vous avec l'État. Voilà. Ils vous vendent en fait par le marché, quoi. Et la deuxième pub, il y en avait 3, je crois. La deuxième, c'est il arrive en maillot de bain avec une serviette. Là, c'était un peu malheureux. Et il a pris une piscine et il fait une blague du type et vous aussi vous plongez? D'accord. Enfin, moi s'adresser au peuple, je sais pas, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où ils ont vive la crise avec Montand. Vous avez vu ça? Montand, qui est un ancien communiste, passe de vive la crise, il nous explique que la crise c'est bien, parce que la crise ça va nous emmener en fait à faire bouger en fait les choses. L'opinion publique elle se construit autrement aussi. Elle se construit évidemment par l'école. Et nous on est vraiment en première ligne, vraiment en première ligne. Là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, moi j'ai été logé, nourri, instruit par le MEDEF. C'est un article que j'ai sorti, je sais pas, un diplôme en 2016. Voilà, j'ai reçu une convocation de mon ministère. Voilà, c'est-à-dire tout en haut, le responsable formation qui avait eu le prix du manager public. Voilà, bon. Et donc, j'en sais une convocation et on me dit voilà, venez, discussion enseignant-entreprise. Moi, déjà, bon, encore une réunion. Bon. Là, on me dit en plus, c'est au mois d'août. Je fais. Okay. Et là, on me dit c'est gratuit. Logé, nourri, je fais oh. À Polytechnique, je fais bah alors, voilà. Et donc, je suis parti là-bas. Et je peux vous dire que on a eu presque 10 PDG du CAC 40 présents pour nous parler à nous les profs. À nous les profs. On a eu Vuillard, le mec qui dirige quoi, Veolia, tout comme ça. Voilà. Donc, accueilli, mais alors, attention, l'amphi, c'est pas ça. Hein, c'est pas, là, on est chez les clodos, hein, je veux dire. Là-bas, l'amphi, il est magnifique, hein, c'est-à-dire rouge, entièrement climatisé, petit déjeuner de fou, hein, voilà, serveur en livrée, enfin je veux dire. Là j'ai commencé à comprendre que le rapprochement entre l'entreprise et l'école c'était pas mal, surtout au niveau cantine pour l'instant j'étais très fort. Et donc là, ok, et à ce moment-là ils sont venus nous parler, c'est-à-dire que le gars Villard, c'est quelqu'un qui gagne 3 millions d'euros par an, d'accord? Donc il arrive, ok, bagnole, tout ça, voilà. Macron il passait, il n'était pas encore élu. Et donc Villard nous a parlé, il nous a expliqué ce qu'on devait faire. Il nous a parlé pour 300 € à peu près, 6 minutes. Et il nous a expliqué qu'en fait, on devait absolument défendre l'Europe. Voilà. Que l'Europe, c'était ce qu'il y avait à faire, qu'on devait convaincre et nos élèves et nos collègues, etc. etc. Voilà. Après, il a mis un peu dans le même panier, eurosceptique, je ne sais pas s'il allait jusqu'à terroriste, mais pas loin. Non, c'était, voilà. Donc, bon. Et après, donc, pendant 3 jours, bah, moi, j'ai souffert déjà, parce que voilà ce qu'on a appris. J'ai enregistré voilà, 10 heures, pas de conférence, 10-12 heures. Je suis allé voir aussi le PA, c'est-à-dire c'est une association qui en fait monte des mini-entreprises dans les écoles. D'accord? Et il vous explique à un moment donné donc, ce que c'est que je suis peut-être le gars qui était responsable France. Il me dit voilà, ça peut. Alors attention, ça résout tout. Hein. Ça résout l'échec scolaire, ça rend la vie aux aveugles. Et en fait, le truc, c'est. Il nous a dit voilà, ouais, on monte une entreprise et tout. J'ai dit ah ouais, d'accord et tout. Et donc, vous faites un syndicat dedans? Ben non, voilà. Non, évidemment, il n'y a pas de raison. Vous faites des licenciements? Ah bah parfois, il faut se rendre compte de la réalité. Vous voyez, d'un seul coup là. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que l'entrepreneur, il devient carrément une posture morale. C'est-à-dire que si tu entreprends, il n'y aurait que dans le monde de l'économie que ce serait possible. Bon, je sais pas, je connais plein de gens qui entreprennent, théâtre par exemple, associatif,
ou chez eux dans leur jardin, voilà, c'en est pas loin. Et donc pendant 3 jours, ils nous expliquent ça. Mais ils veulent quoi? Ils veulent quoi dépenser autant de pognon là-dedans avec la complicité du ministère hein. Ils veulent quoi en fait? En fait, ils veulent que nous, on arrête d'enseigner d'une certaine manière. Ils veulent l'arrêt des disciplines. C'est-à-dire qu'ils veulent des compétences. C'est quoi une compétence? C'est quelque chose, ça peut être n'importe quoi, jugé utile pour le monde du travail. Donc ça veut dire que je suis capable, d'ailleurs vous avez fait hein, du management, machin, etc., où on va reprendre des refus, des théories ou je sais pas quoi, voilà. Je vous conseille d'aller voir le documentaire Carglass, vous avez vu, c'est La mise à mort du travail. Ce documentaire-là, sur Carglass, est magnifique là-dessus, ou les travaux de Frédéric Lordon sur l'angle alpha, etc. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on transmette ça. Ils prennent des compétences comme ça, dans n'importe quelle théorie, ils s'en fichent, ils quittent toute colonne vertébrale théorique ou problématique, c'est pas leur question. Et ils essayent de nous pousser à former des futurs salariés. Les futurs salariés, ils doivent avoir au moins 3 qualités. Un investissement, on va dire, je sais pas, cognitif, c'est-à-dire des connaissances. Même le livreur, il doit utiliser un pad, n'importe quoi, des connaissances minimum. Une application subjective aussi, d'accord? C'est-à-dire que le salarié en question, il doit faire des trucs du type « j'aime ma boîte ». D'accord? J'aime ma boîte. Voilà. Donc, vous savez que depuis que l'entreprise pense, on a un vrai souci. Hein. J'aime ma boîte, donc c'est subjectif. Et même affectif, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est le corporate. C'est le fameux théorie de l'angle alpha chez Lordon. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut dire « nous » à la place de dire « je ». Le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que j'intègre l'intérêt de l'entreprise et que je la défends. Comme moi, j'en ai eu en formation là, des élèves à la Villette, très, très sérieux, et la responsable disait aux élèves, vous allez devoir vendre vos personnalités. Donc ça, c'est vraiment une définition du néolibéralisme, de prendre une centralité énorme. Alors comment ils font pour nous imposer ça? Évidemment, ils ont appauvri énormément l'école. Et après, une fois que nous, on est dans une impasse, aussi bien d'ailleurs théorique, hein, très souvent, que financière, etc., là, ils nous tendent la main en disant, vous voulez un coup de main? Donc on fait rentrer les entreprises dans vos écoles, et comme ça, on finance des heures sup, des voyages, machin. Il y a même déjà une école à Paris hein, qui est financée par un fonds de pension. D'accord? Donc le fonds de pension, évidemment, donne des intéressements aux profs, mais, et ainsi de suite. Donc il dessine quelque part un avenir. Alors pour nous, pour ça, c'est pour ça que pour les profs de SES, de sciences économiques et sociales, par exemple, ou même ce que je peux enseigner à la Sorbonne, par exemple, eh bien, on nous reproche de faire l'économie critique. Et dire, par exemple, je sais pas moi, de mettre en avant les gestions du travail. D'accord, déjà, pour eux, c'est déjà trop critique. De penser que l'entreprise, c'est pas une composante non discutable, mais elle est historiquement située, elle a pris plusieurs formes, elle discute. Hein, nous, la grande histoire de l'entreprise nous intéresse, pas forcément les petites, hein, vu que Kirchberg a fait ci, ou je sais pas quoi, voilà, ça ne suffit pas, évidemment. Et eux, derrière, le travail qu'ils vont mettre en place, c'est ça, c'est fidéliser le salarié. Et ça, ils le font en 3 étapes, comment? Ok, ils le font en 3 étapes, enfin, je développerai si ça vous intéresse ou pas. Mais vous me poserez la question. Alors, je vérifie juste s'il y avait encore quelque chose à vous dire ou pas. Il y a beaucoup de choses à vous dire, sur la Commission européenne, etc. Alors, voilà, pour conclure, je dirais juste une chose. Je dirais que les sciences économiques telles qu'elles sont pratiquées et enseignées en France, c'est un vrai problème, et ailleurs, hein, d'ailleurs, beaucoup. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement dogmatiques. Elles se sont éloignées des sciences sociales et c'est une erreur majeure. Elles ne peuvent pas traiter d'objets. On est incapable en fait d'isoler un phénomène économique. Chez nous, les mêmes causes ne font pas les mêmes effets. Ça ne marche pas. Puisqu'en fait, justement, le fait d'avoir l'homme comme objet de travail, on ne pourra jamais se passer des sciences sociales dans son sens général. Tout le monde a quelque chose à dire en économie. Mais vraiment, je le pense quand je vous dis le psychologue, le poète, l'écrivain, à lire certains textes, parfois on comprend davantage, le sociologue évidemment avant là-dessus, hein, alors que celui qui vient vraiment dominer. Et donc c'est pour ça que dans ce manuel économie critique, nous on a vraiment essayé de prendre le contre-pied en lui donnant tout un tas de pistes pour penser à l'envers d'une machine qui s'abat sur nous. Et cette machine, si elle s'abat sur nous, c'est évidemment parce qu'il y a une concentration des médias en France qui est impressionnante. N'oubliez pas qu'en France, ceux qui investissent dans les médias ne vivent pas des médias. Les Allemands, c'est le cas, mais chez nous, c'est pas le cas. Donc, à quoi ça sert d'acheter un journal si jamais on n'en vit pas? Évidemment, vous voyez bien la pression qu'on peut exercer sur l'opinion publique, l'homogénéité du discours qu'on peut entendre. C'est pas normal, vous n'avez jamais entendu, par exemple, qu'il n'y a pas de problème de dette. D'accord? C'est pas normal. Voilà. Moi, je vous le dis, la dette, on la paye pas. C'est tout. Voilà, où est le problème?
D'accord? Donc évidemment, c'est pas une partie de pique-nique si on fait ça. Hein. C'est le grand départ. Hein. D'accord? Et c'est pas ça justement la politique. C'est pas cette idée-là. C'est de rentrer dans les failles, de créer des interstices pour justement en discuter. Parce que si jamais on fait comme ils sont en train de faire, c'est très simple. Hein. On sait où on va. Hein. De toute façon, vous savez très très bien que la dette n'est pas faite pour être remboursée, ça ne les intéresse pas. La dette déjà est très rentable pour eux. Et puis ce qu'il y a, c'est que dans le principe, c'est que ça ne nous met au pas, ça nous oblige à faire certaines réformes. Le mois prochain, il y a un article qui sort en diplôme sur l'Italie. D'accord, avec Renaud Lambert, on a rédigé un truc comme ça, on en prépare un autre plus important pour la rentrée. Et ça vous rappelle le cas grec, comme Erdogan aussi, Erdogan en Turquie. Ben, franchement, Erdogan, c'est pas un mou, hein, on est d'accord. Hein, voilà. C'est un gars, il tue des gens, tu vois, ça ne les dérange pas, quoi. Et bien, tant qu'il a fait ça, il a emprisonné, il a torturé, il a fait ce qu'il voulait, et les marchés n'ont pas sourcillé, quoi. Mais quand il a annoncé qu'il allait augmenter le taux d'intérêt directeur, voilà, peut-être qu'il dit c'est quoi? Bah rien, si vous voulez, indirectement, ça va être la rémunération des investisseurs, d'accord, de la finance, quoi. Et bien à ce moment-là, il a dû aller à Bloomberg TV pour aller se justifier de ça. En disant, mais je fais ce que je veux, c'est moi le président, je reprends le contrôle de ma banque centrale et je vais augmenter les intérêts, quoi. Le lendemain, sa monnaie, elle s'est effondrée. Et il a fait quoi? Eh bien, il a relevé le taux d'intérêt. Alors, de 3 points, c'est énorme, 3 points, d'accord? Et pour rattraper ça, il aurait dû le relever de 60. Enfin, c'est un délire complet, quoi. Et donc Erdogan, il se couche. Là, il en est à un stade où il a rencontré les investisseurs à Londres. Donc le gars, le président de la République, il va prendre l'avion là-bas et il parle aux investisseurs autour d'une table en disant, voilà, il faudrait qu'on s'arrange. Il a demandé aux Turcs d'échanger leurs dollars sous l'oreiller contre la monnaie turque, la livre turque. D'accord? Il en est là. Et heureusement, son vice-premier ministre, c'est un ancien de Wall Street. C'est important. Voilà. Et donc, il a pris la parole et il a expliqué que tout allait bien, etc. D'accord? Donc, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que nous, vous, là, comme ça, on est pris dans ce phénomène-là d'une économie qui s'impose à nous et qui sort sur un néolibéralisme incroyable. Et ce néolibéralisme, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il est même incrusté, finalement, dans nos relations les plus personnelles, nos choix les plus intimes. Voilà, les travaux d'Arnaud Laval, moi j'aime bien là-dessus, sur la nouvelle raison du monde, par exemple. Eh bien, on voit ça, quoi. On est tous en train de maximiser une entreprise qui n'existe pas, quoi. C'est nous-mêmes, voilà. Vous voyez comment on peut choisir nos conjoints, comment on peut choisir nos études, comment, etc., le côté stratège, quoi. Là, ça pose un vrai problème. Donc c'est pour ça que nous, on vous invite à lire le manuel d'économie critique, et bien sûr à ne jamais vous détourner des sciences sociales qui sont littérature, etc., qui sont essentielles pour faire de l'économie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais faire tourner le micro si vous avez des questions. Alors, le monsieur qui avait commencé à poser une question, je vais vous donner la priorité. C'est pas une question, c'était une chose que j'ai. Avec le micro, je parle encore moins bien. J'ai peur, je fais que la chronique. Je me rappelle de 2 exemples. On a essayé de mettre des capteurs sur les oiseaux migrateurs pour essayer de suivre leur trajet. Et naturellement, quand on met un petit poids sur un petit oiseau, il y aura des conséquences parce qu'il ira moins vite, moins loin, il sera gêné. Sur les gros oiseaux, on peut mettre un plus gros capteur. Enfin, vous voyez le genre de conséquences qu'il peut y avoir sur les prises de mesure. Et le deuxième, c'est la vitesse sur nos routes en France, et on en parle tous les jours, puisque 80 km/h, tout le monde s'en plaint et tout le monde va s'en plaindre de plus en plus, parce que finalement, là où on est attentif et on fait de son mieux, parce que la plupart des gens, comme vous disiez, cherchent un travail pour ne pas vivre avec 1 000 €, la plupart des gens font attention pour ne pas avoir un carton, parce que leur voiture en dépend, et leur vie sociale, et tout le reste, et leur santé, et leurs finances. Donc vous voyez, ça fait 2 exemples de prise de mesure qui gênent le processus, parce que finalement, la plupart des gens freinent pour ne pas être contrôlés en excès de vitesse, et ça provoque des accidents. Il y a des statistiques sur ce phénomène-là. Donc voilà, je voulais attirer l'attention sur ça, parce que les suivre, les oiseaux migratoires, c'est magnifique, et on y arrive quand même, mais quand on met 5 grammes sur un oiseau qui en fait 50, il faudrait trouver des capteurs qui font 0,5 grammes. Bon, ça, c'est le travail des scientifiques de trouver des instruments. Bon, voilà, c'est pas une question, c'était... Non, mais je vais rebondir, merci. J'ai apporté une petite ligne d'oiseau. Très bien.
Merci. Non, mais en fait, en réalité, ça c'est ce que vous dites là, en fait, il y a un phénomène très important, ce qu'on appelle la quantophrénie. En fait, c'est cet excès de mesure. Alors moi, je vous donne toujours les références, parce que c'est bien ça le principe, vous voyez. C'est aller voir les travaux de Goléjac, par exemple, ce que c'est que la quantophrénie, ou Marianne Dujarier, par exemple. Daniel Linhart, surtout, d'ailleurs. Voilà, allez voir ça un petit peu. La quantophrénie, c'est l'excès de mesure. Je veux absolument tout mesurer. Et même dans le service public. Et le problème, c'est que le New Public Management, c'est-à-dire c'est ça le management qui rentre dans le service public, essaye de mesurer absolument tout ce qu'on fait. Alors par exemple, pour le médecin ou l'hôpital, ce qu'on va faire, c'est que le nombre de nuits utilisées. Donc si je n'ai pas utilisé toutes mes nuits, ça veut dire que j'ai des nuits en trop, donc on les enlève, par exemple. Donc dans le livre de Marianne Dujarier, par exemple, qui s'appelle Management des incarnés, eh bien, on mesure tout. En combien de temps, dans un service social, on décroche le téléphone. D'accord? Alors, c'est aberrant. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait, c'est écrit dans le livre. Hein. Ils ont mis un répondeur, comme ça décroche tout de suite. D'accord? Et donc, résultat, pour l'indicateur là, ils ont 100% de réussite. Chez IBM, ils ont des indicateurs sur 1000 points, si je me souviens bien, avec des items à 0,25. Donc, que font les gens? C'est simple, ils trient. Moi, par exemple, si on me dit soit tu mets à jour ton cours, soit tu fais ton travail administratif, c'est-à-dire cahier de texte ou je sais pas quoi, évidemment je fais le cahier de texte. Le cahier de texte est visible. En revanche, mon cours, ça ne l'est pas si j'ai mis à jour un document ou pas. Donc le problème avec la quantophrénie, c'est que les gens passent plus de temps, pas partiellement, ou qui le sont excessivement, ils sont raisonnables, on va dire, ils passent plus de temps à remplir les indicateurs plutôt qu'à faire leur travail. Et c'est ce que vous diront les gens. Regardez les travaux de 2 jours, par exemple, sur les suicides à la poste. Il vous dit ça, il vous dit, ce qui m'a choqué au début, c'est que c'était les meilleurs éléments qui suicidaient. Il dit, mais comment ça se fait? Et en fait, ce qui s'est révélé, c'est qu'en fait, on les empêchait de faire leur travail. Ils étaient très très bons dans une chose, on les mettait ailleurs, par exemple. On les mettait sur un poste, puis on les changeait, et ainsi de suite. Donc cette quantophrénie, c'est le New Public Management, celui qui nous attend tous, les prix du manager public, etc., c'est partout. Et ça vient de la quantophrénie, je mesure tout. Comme si tout était mesurable. Le problème, c'est que ça ne l'est pas. Voilà. Et que souvent, c'est de la confiance qu'il faut mettre. Confiance dans les professeurs, vous êtes tous passés par des professeurs, etc., etc. Il y a plein de gens qui ne sont absolument pas contrôlés, qui font un travail excellent. Voilà, c'est la question. Il y avait une deuxième question aussi. Il y avait une là, je crois, d'abord, sur les SES, je crois, non? Oui, donc moi je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. C'est mon cousin. J'ai quand même et on va en fait voir 2 questions qui soulèvent un petit peu un paradoxe dans ce que vous avez dit. C'est que la première, on a une idéologie dominante qui nous impose en effet de rendre l'économie comme une matière scientifique. Et donc, du coup, d'où ma question, comment est-ce que vous expliquez que aujourd'hui le ministère continue à autoriser qu'il y ait votre poste de professeur de sciences économiques et sociales? Première question. Et la deuxième question, vous avez parlé du libre arbitre que l'économie omet le libre arbitre aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de tout ce qui est neurosciences, big data, etc., tout ce qui va tendre à supprimer notre croyance dans le libre arbitre? Alors, 2 choses. Merci évidemment, mais premièrement, je ne répondrai pas à la deuxième question. Non, mais en fait, je préfère rester au voisinage de ce que je sais faire. D'accord? Donc sur les neurosciences, je pense que ce ne serait pas une bonne idée, je pense qu'il y a des gens ici qui auraient plus à dire. Ça c'est important aussi, et dans les questions populaires, on est de dire. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en économie, il y a une branche comme ça, qui abandonne l'idée de rationalité en économie. Voilà. Les résultats sont catastrophiques pour l'instant. Mais pourtant, très très mis en avant. C'est vrai, j'aurais dû apporter quelques éléments, c'est assez marrant. Mais laissons là les neurosciences, on verra bien. Vous savez, hein, moi j'ai jamais dit que les sciences en fait étaient neutres, ou même la science physique. Hein. Même les mathématiques, il y a une dimension sociale dans les mathématiques. Hein. J'ai vu que les Indiens d'Amazonie, ils ne comptaient pas comme nous. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup. Voilà. Et quand on leur montre des billes en disant, on leur montre 7, 4, 3, 5, 9, ils répondent 80% du temps 4. D'accord? En fait, 4 traduisant pour eux juste assez. D'accord? Donc pour eux, les concepts de plus, moins, assez, c'est suffisant. Donc, je ne suis pas en train de défendre non plus les sciences comme ça. Les neurosciences ont un nombre de biais incroyable aussi. D'accord? Dans ce qu'on cherche, dans la manière dont on cherche, dont on finance. Et regardez un petit peu, effectivement, quel type de travaux sont financés. Bon. Maintenant, je vais vous répondre sur les SES. C'est-à-dire que, déjà, les SES, bon, moi je suis fonctionnaire, voilà, et donc techniquement invirable. Et pourtant, je peux vous dire qu'on subit des réformes d'une violence
Darko, Sarkozy, là, la nouvelle réforme qui nous arrive aussi, Blanquer, etc. Tout ça, c'est des réformes d'une violence, où on essaie de nous mettre sans arrêt à l'écart. L'attaque, elle a été arrivée plutôt que ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont séparé le programme, vous ne pouvez pas le savoir, mais en 3 parties. D'abord, vous avez l'économie, après vous avez la sociologie, ah, tiens, coup de force, et après, regard croisé. Donc ils sont censés mélanger les deux. Bon, je ne donne pas les détails, mais ils se moquent de nous, hein, pour nous dire que ça se mélange. Et les regards croisés, évidemment, prennent quasiment plus de place. Ils ont proposé aussi, bien sûr, de remplacer, on a un cours en première absolument génial sur la déviance à délinquance. Vous seriez étonnés de voir ce qu'il y a dans ce programme-là. Alors d'ailleurs, si vous voulez à peu près savoir ce qu'il y a, vous regardez le documentaire de John-Paul Lepers qui s'appelle « Délinquance et immigration ». Ce documentaire-là est magnifique et il reprend tout à fait les travaux de Mukwege, d'un sociologue chez nous de base, très connu, très efficace, hein, pour vous montrer comment elle est distribuée cette délinquance. Alors je peux vous dire juste un élément comme ça. Par exemple, pour l'Observatoire des drogues, on se rend compte d'une chose, c'est que Paris est au premier rang de l'utilisation des drogues. D'accord, vous êtes des drogués. C'est comme ça, c'est tout. Nous sommes des drogués. Donc voilà. Alors Seine-Saint-Denis, ils sont placés, je ne sais plus, au 40e rang, 93. En revanche, si je croise ça avec le nombre de contrôles effectués, je me rends compte d'un truc. Alors, l'Ardèche est 4e en termes d'utilisation. Je sais pas. Non, mais voilà, vous savez passer vos vacances, quoi. L'Ardèche, voilà, ils sont 4e. En termes de contrôle policier, donc ça on les a, contrôles policiers, la Seine-Saint-Denis arrive au premier rang. Ils squattent, je sais pas, 60-70% des contrôles policiers. Alors que l'Ardèche arrive au 50e rang, quoi. C'est-à-dire que là-bas, plus à mon avis, enfin, je veux dire, ils ne les contrôlent pas, il ne se passe rien, vous voyez ce que je veux dire. Et donc forcément, quand vous allez au tribunal et que vous faites un travail de sociologie comme c'est arrivé, ou vous donnez simplement vos étudiants là-bas pour un travail de sociologie, mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, vous dites, ah bah dis donc, il y a beaucoup d'immigration, enfin en tout cas de ceux qui ressemblent à l'immigration dans le tribunal. Ben oui, tu trouves ce que tu cherches, d'accord. Si vous voulez éliminer la délinquance, hein, ben c'est simple, fermez les commissariats. Pas de constat, pas de délinquance, d'accord. Donc vous voyez, j'exagère évidemment, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce chapitre-là, magnifique, qui remet les pendules à l'heure sur plein de choses, qui attaque vraiment des bases de notre vie citoyenne, etc. Et bien, ils ont voulu remplacer ce chapitre-là par de la microéconomie. On s'est battu pour que ça n'arrive pas, de la microéconomie, d'accord. Voilà, vous voyez, soit une fonction d'utilité, voilà, comme toute classe. Voilà. Et hop, maximise, fait dériver. Ah mais pourquoi? Laisse tomber, vas-y, fais-le. Moi je vous dis, moi j'ai fait un bac scientifique, par exemple, je suis arrivé en fac d'éco. Et donc là en fac d'éco, il y a plein de démonstrations à faire. Moi je les faisais toutes. Et hop là, hop là, hop là, hop là. Alors pour savoir pourquoi, mais aucune idée, d'accord. Moi je faisais des conclusions, c'était tellement terrible, du genre, il faut éliminer ça, voilà, mais je ne savais pas, d'accord. Moi je voulais la petite variable qui était là, je la simplifiais, ou je sais pas quoi, parce que c'était bon. Alors que mes collègues qui venaient de formation ES, hein, voilà, donc économique et sociale, eux, alors, autant ils étaient incapables de faire la démonstration, ça c'est vrai, mais autant ils savaient ce qu'il y avait au bout, quoi. Voilà, et donc c'est quand même là que je me suis rendu compte que nous on était la rigueur sans imagination, c'était rigoureux, voilà, il y a des choses à dire, et que les sciences sociales c'est extrêmement riche, quoi. Donc oui, nous sommes attaqués, voilà, pour le coup. Les réformes ont été faites, ont été absolument violentes, ne nous laissent pas beaucoup de place, nous, alors moi, ça y est, je suis un prof d'expérience, hein, voilà, donc je sais comment faire et le programme, et me glisser dans ces fameux interstices pour, avec les élèves, développer de la pensée critique. Voilà, ils sont extrêmement preneurs, il faut le savoir. Hein, voilà. Les parents beaucoup moins, mais les enfants énormément. Une grille d'analyse, une conception du monde par exemple, hein, vrai ou faux, c'est l'impression qu'ils font, c'est eux qui vont bâtir leur opinion, on n'est pas là pour ça. Donc là-dessus, nous on résiste encore, mais les prochaines générations, on se demande, ça nous pose un problème de savoir quel type de collègues on va recruter, etc. Mais nous, on sera toujours là de toute façon pour les épauler comme on a été épaulés, les former, ça. Mais les programmes changent, d'accord. Et on nous attaque. J'ai répondu. Merci. Baptiste. Justement, sur les programmes, ça rebondit bien parce que depuis au moins depuis 2013, il y a des mouvements étudiants qui sont apparus à travers toute l'Europe et maintenant le monde entier pour protester contre l'enseignement actuel de l'économie. Notamment, ce qui était attaqué, c'était la pensée unique et la présentation d'une théorie comme la science, comme vous avez dit, et le rapport catastrophique à la réalité. Et c'est un mouvement dont je fais partie en France et qui s'appelle ISIP au niveau international. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'à l'université, parce que si j'ai bien compris, vous y enseignez, il y a des ouvertures possibles et où il y a des débats entre professeurs pour savoir qu'on peut proposer un enseignement qui à la fois montre que l'économie c'est une science en débat et qui réussit à recoupler avec la réalité.
Alors, le débat au sein de l'université existe, bien sûr, ça c'est évident, mais justement, il y a une captation de légitimité, c'est-à-dire que le prix Nobel il sert à ça. Pourquoi je donne un prix Nobel à un économiste comme Tirole, par exemple, hein, c'est parce qu'après il interroge absolument partout. Il interroge sur n'importe quel thème. Voilà ce que je vous disais, quand à un moment donné il dit, il parle du marché du travail, je sais pas quoi, de tout, de rien, il a un avis sur tout. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, c'est parce qu'il capte la légitimité. Et il fait croire qu'il y a un consensus parmi nous. Alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de consensus parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, nous, c'est pas de la politique économique, c'est de l'économie politique, en fait. C'est ça le problème. Donc, comme disait Keynes, voilà, il faut juste que l'économie reprenne sa place sur la banquette arrière de la voiture, c'est-à-dire que le politique conduise. Hein. Et Keynes disait dans un texte magnifique qui s'appelle Lettres mes petits-enfants, je crois, il dit à un moment donné, on a un problème, c'est qu'à un moment donné, notre économie est tellement puissante qu'on va réussir à répondre à tous les besoins. Donc à un moment donné, l'économie n'aura plus aucun sens. Et on laissera ça, il dit, on laissera alors à ce moment-là l'accumulation de richesses pour ce qu'elle est, aux malades mentaux et aux maladies perverses, un truc comme ça, il dit un truc comme ça. Voilà. Et il dit, le problème, c'est que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la dépression qui nous guette. Voilà. Et il parle de l'ennui des femmes dans les milieux riches, etc. Donc, dans l'idée, en fait, il y a plein de théories qui existent. Si vous prenez n'importe quelle thématique, donc c'est un peu une idée qui traîne les romans diplomatiques, c'est de faire un travail comme ça, de savoir, par exemple, sur la crise italienne, comme la crise grecque, quelle autre solution on aurait pu trouver. Donc ça, on a fait une liste d'économistes qui avaient des avis là-dessus. Bon, il y en a des tonnes, en fait, hein, d'accord? Mais ils ne sont pas audibles. Tu ne vas pas les retrouver dans les médias, par exemple, parce que les médias sont évidemment complètement bouclés. Maintenant, bon, il y a quand même Internet là-dessus qui existe, quoi. Bon, diplomatique porte aussi une parole alternative, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est, je dirais, sur-invité. Faut savoir, hein, voilà. Donc c'est très bien, on est très content. Le journal aussi se porte très bien pour ces raisons-là. C'est-à-dire que nous, on véhicule une pensée critique. Alors maintenant, les courants de critique, autisme par exemple, qui sont des trucs qui. Voilà. Eh bien, oui, bien sûr, très attentif à ça. Excellent ce qu'ils font. Les travaux de Bernard Guérien, voilà, ça c'est excellent. Moi, j'étais formé par Bernard Guérien. Donc sur le principe, bien sûr, on en a besoin. Mais le problème, c'est que lisez les travaux par exemple de Laura Reim, vous verrez que l'université, on n'arrive pas à créer des unités de recherche, etc. hétérodoxes. Hein. Je me souviens, il y a même un centre de recherche à Paris où vous savez le classement Shanghai, c'est publié dans certaines revues, t'es un héros, hein, voilà. Et donc à ce moment-là, le projet c'est ça, tu peux enseigner moins, tu fais moins d'administratif, tu fais plus de recherche. Et les mètres carrés de bureaux sont partagés en fonction de ça. Plus ils publient dans les bonnes revues, et plus ils gagnent de bureaux. D'accord ? Donc il y a un truc complètement aberrant comme ça, sur ce truc-là, qui s'organise. La résistance est là, les gens se réfugient en philosophie, les gens se réfugient dans les sciences sociales, parce que ils ont une hégémonie, vous ne réalisez pas. En plus, en surfant évidemment sur et l'Europe et les entreprises, des moyens qui ne seront jamais les nôtres. Je me permets juste d'ajouter un truc qui est passionnant par rapport à ce dont on parlait, c'était il y avait l'association française d'économie politique, donc qui regroupe justement plutôt les économistes critiques, qui a fait un peu du lobbying auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il existe une filière qui s'appelle quelque chose comme économie, sociologie, territoire, qui regroupe ce genre de problématiques. Et c'est Jean Tirole, précisément, qui a fait une lettre catastrophée pour dire que ce serait une catastrophe pour la science si ça arrivait à la création d'une filière comme ça à l'université. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même un rapport de force. Voilà. Oui, justement, j'enchaîne un peu sur les médias, si je peux me permettre. Puisque le monde diplomatique, vous n'êtes pas journaliste, mais vous écrivez dedans, j'ai bien compris. Le monde diplomatique, j'ai compris que c'est une filiale du monde, c'est associé au monde, donc il y a un financement qui vient du monde. A priori, vous gardez votre liberté, mais je voulais savoir quand même si vous ressentiez un petit peu, ou s'il y avait des craintes par rapport au fait que le monde appartient à justement à Pigas qui est un banquier, et Xavier Niel qui est quand même un grand entrepreneur, on va dire. Voilà. Alors, je vais répondre en deux temps. Premièrement, donc déjà, cette réponse n'engage que moi, évidemment. Alors, moi, en tant que collaborateur du monde diplomatique, on ne m'a jamais rien dit sur rien. C'est-à-dire que j'ai toujours fait librement le truc, voilà, et j'ai jamais rien eu. C'est-à-dire que même le directeur de publication, Serge Halimi, on passe par, on m'a jamais rien dit. D'accord, voilà. Donc, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais moi, j'ai jamais rien. Deuxièmement, il faut savoir que moi j'ai posé la même question d'Irène, parce que les deux journaux indépendants en France, ça va être quoi? Ça va être le Canard enchaîné, voilà, et ça va être le Monde diplomatique. Pourquoi le Monde diplomatique c'est indépendant? C'est parce qu'en fait, ils ont une procédure d'élection de leur directeur. Et les procédures, elles sont en interne, et tout le monde vote.
même les relecteurs, par exemple, etc. Tout le monde vote. Et donc, ça les protège. Et c'est-à-dire que le monde intervient une fois par an, dans une réunion, il ne se passe rien. Donc, mécaniquement, d'ailleurs, le monde est possédé par des gens qui détestent le diplomatique. D'accord? Et donc, même s'il le dit, il ne peut absolument rien faire. Surtout que le monde diplomatique est en très bonne santé. Il y a un article sorti, je ne sais plus quand, en septembre peut-être, ou janvier, voilà, pour faire le bilan du monde, parce que les chiffres sont donnés, le manuel d'économie critique a été très bon pour nous aussi, voilà, et ce qui se passe, c'est que le journal est indépendant. Voilà, et c'est le journal le plus vendu à l'étranger, si je me souviens bien. Donc, dépression, alors il faudrait poser plus précisément ça à des gens qui travaillent dedans, qui sont salariés de ça, et moi, c'est pas mon cas. Voilà. Là-dessus, juste, il y a, je me posais la question il y a des articles en fait écrits sur le diplomatique. On n'entend pas. Ouais, parce que je me suis posé la même question il n'y a pas longtemps, et sur le site du Diplo, j'ai retrouvé dans les archives il y a des articles en fait, qui expliquent un peu l'articulation entre le monde et le monde diplomatique, donc c'est assez simple à retrouver avec la fonction recherche. Voilà. Et ça dira en gros la même chose, avec plus de précision pour le coup, mais je m'étais aussi renseigné parce que je n'aime pas travailler n'importe où, évidemment. Oui, bonsoir. Donc moi, c'était une remarque sur la capacité de prédiction ou l'incapacité de prédiction des modèles économiques à long terme. Je voulais savoir si vous connaissiez le rapport Meadows, un rapport qui s'appelle Limite à la croissance, qui date, je crois, de 72, qui a été réalisé par une équipe de... Alors, c'est pas des économistes, ce sont des gens qui font de la dynamique des systèmes, donc je sais pas, des physiciens, des mathématiciens ou MIT, et en fait, qui partent d'un postulat qui, à mon sens, est pas mal oublié dans l'économie contemporaine, que le monde est fini, que ses ressources sont finies, et qu'on ne peut pas le polluer indéfiniment. Et en partant de ça, en essayant de faire un petit peu un constat de tout ça, ils élaborent des scénarios pour l'avenir. Et parmi ces scénarios, il y en a certains qu'on suit quasiment scrupuleusement depuis les 40 ans qu'existe le rapport. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, des théoriciens qui ont réussi à faire des modèles qui tiennent la route, en faisant une hypothèse que la plupart des économistes ne font pas. Et je crois, malheureusement, les critiques comme les classiques ne font pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Et du coup, sachant ça, juste ils font on voit évoluer les différentes grandeurs, donc la démographie, le PIB par tête, la production industrielle, et donc ça suit très très bien. Et voilà, moi je me demandais si en fait le péché de l'économie, tel que vous l'avez critiqué, c'est pas d'avoir oublié cette partie de la physique en fait. C'est qu'il y a des physiciens qui arrivent à faire de l'économie mieux que des économistes. Est-ce que ça, c'est pas un peu gênant? Tant mieux, tout le monde est bienvenu dans l'économie, je vous l'ai dit. Oui, c'est le Club de Rome qui sort donc ce fameux rapport Meadows, d'accord, qui s'appelle en traduction en français Halte à la croissance. En fait, dans ce rapport, ce qu'on va retrouver, c'est très simple. Oui, vous savez, cette phrase très connue qui dit penser que dans un monde fini, on peut avoir une croissance infinie, pour ça, il faut soit être un fou, soit un économiste. Et l'idée, elle est là pour nous, c'est qu'en effet. Et c'est-à-dire que dans les années 70, ils font le bilan et ils disent non, mais attendez, il faut avoir une croissance zéro. C'est quoi une croissance zéro? Ça veut dire avoir toujours le même niveau de richesse, de PIB. D'accord? Donc, je sais pas, j'ai 2000 milliards, 2000 milliards, 2000 milliards, 2000 milliards, 2000 milliards. Non, mais non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'en fait, c'est que maintenant, même si jamais on nourrissait cette conclusion-là, le truc, c'est que maintenant, c'est la décroissance qui s'impose. Voilà, on est d'accord. Donc, par exemple, quand vous parlez de dette, moi je pense que c'est pareil, je pense que la dette ne sera pas payée, mais pas parce qu'on n'a pas envie de la payer, parce qu'elle est insoutenable du fait qu'on va rentrer en récession durable. C'est parce que les gens se font bien au courant que une dette qu'on ne rembourse pas, c'est des assurances qui partent, des livrets A, des retraites complémentaires, enfin c'est pas juste... non, alors moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, je pense que l'instrument de la dette sert justement à nous mettre au pas sur l'état social. Donc, la dette, c'est le fruit des déficits passés. Est-ce que justement, c'est pas en cherchant éperdument la croissance que les gouvernements précédents ont acculé le déficit? Alors attendez, je vais répondre si tu peux. Non, mais je pense je pense pas que le soit possible du fait que les limites physiques du monde étaient. Je crois que c'est aussi les conclusions de ce rapport-là. Ouais, d'accord. Déjà, pour vous dire, absolument d'accord. Mais pas d'accord sur une chose, en revanche, j'imagine, c'est que la théorie du développement durable, je crois absolument pas. Ah, voilà. Magnifique. Et en fait, si vous voulez, pour moi, c'est simplement une repeint le capitalisme envers, ils sont partis pour un tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que moi, j'avais lu des théoriciens assez intéressants qui disaient non, il ne faut pas s'organiser pour éviter le choc climatique, il faut s'organiser pour vivre dedans, parce que c'est trop tard. Donc là, ils prennent un exemple en disant voilà, je mets un litre d'essence dans ma voiture, je roule avec, elle tombe en panne, je la repousse au point de départ. Il me faut un mois. L'idée de dire qu'en fait c'est comme si on avait plein de domestiques à notre service, bah oui, comment ça c'est clair ici, comment le micro il fait ça, comment moi je suis venu taxi, métro, etc. D'accord?
Mais attention, la théorie néoclassique s'en est emparée de la théorie du développement durable. Et les COP 21, etc., c'est ça. Alors, pour vous la faire simple, il y a ce qu'on appelle la courbe environnementale de Kuznets. En fait, il dit au début, en gros, pour faire simple, plus tu t'enrichis, plus tu pollues, puis à un moment donné, hop, il y a une inversion qui s'opère et tu pollues de moins en moins. D'accord? Donc en clair, vous êtes tous en panique parce qu'on est sur la montée comme ça, mais ça va bientôt s'inverser. C'est comme si vous étiez au volant de la voiture, comme ça, et vous dites à cet économiste-là, il y a un mur en face. Et lui te dit, mais accélère, tu vas passer à travers. Forcément, si jamais tu vas pas assez vite, voilà. C'est exactement ce qu'il nous propose. Et les théories de la décroissance, je peux vous dire, je me souviens très bien d'un zapping, pas de télé, un zapping, regardez, disons, de Sarkozy, où on lui dit, mais et la décroissance? Et là, il regarde comme ça, il comprend pas la question. Et il dit, mais bah, ça marche pas. Mais il continue, d'accord? Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, mais comme tout le monde, vous voyez, c'est là, sociologiquement parlant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Vous comprenez ça? Je veux dire, si je vous dis, alors attends, peut-être des érudits, hein, mais bon, moi, si je peux dire à mes étudiants d'éco, qui a voulu faire chaman dans un potelage? Voilà. Ils me regardent et ils disent, bah, je sais pas ce que c'est. Bah ouais, tu ne peux pas désirer ce que tu connais pas. Donc forcément, si on ne vous enseigne pas les théories de la décroissance, par exemple, comment vous pouvez les projeter? Comment vous pouvez penser que décroître, ça crée des emplois, par exemple? Bah, là, vous êtes dans une impasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que l'hégémonie de l'économie, elle est aussi violente que ça. Et pour ça qu'ils sont aussi soucieux de dépenser autant d'argent. Par exemple, pour nous, les profs de SES, hein, Polytechnique, Côte de Bœuf à midi, non, c'était Entrecôte à midi, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que convertir, c'est extrêmement important. Créer des angles morts, etc. Et c'est pour ça que c'est pour nous, décliver tout ça, ouvrir, venir rencontrer les gens dans les associations, etc. Bah, c'est pour ça qu'on le fait. Simplement. Ensuite. Donc, rapidement, pour ma situation, je suis étudiante en économie à l'école d'économie de Paris, donc le modèle pour tout le monde. Je suis aussi dans une revue qui s'appelle Revers Presse sur l'économie et on essaye de faire un maximum ça. Et juste, j'ai l'impression d'être en guerre. Et vous donnez l'impression d'être en guerre. Et que je voulais savoir un peu quels outils vous proposez et comment on peut s'en sortir pour voilà, soit vraiment attaquer frontalement, soit essayer de convaincre le maximum de personnes qu'il y a plein d'explications alternatives qui souvent en plus sont beaucoup plus parlantes. Quand on doit expliquer un truc économique à ma mère, je passe par ça. Je passe pas par un modèle de micro. Donc, est-ce que comment on peut s'organiser? Comment on peut, plutôt que des trucs isolés où là on est, je sais pas, à 92% de convaincus. Est-ce que même le nom d'hétérodoxe est pas un handicap là-dedans parce que ça donne l'impression d'un truc où il y a plein de choses, où c'est le bazar, alors qu'en face ils sont très organisés, ils sont riches. Voilà, comment est-ce qu'on peut réfléchir à des stratégies de résistance? Alors, moi, je vais vous dire ce que je fais en gros, mais je n'ai pas une parole d'autorité évidemment de le faire. C'est vrai que le choix, par exemple, d'enseigner certaines disciplines de la Sorbonne pour moi, ou d'avoir enseigné la finance à Paris 3, c'est-à-dire des littéraires, c'est une gageure. De venir faire l'éducation populaire, préparer une conférence, ça prend beaucoup plus de temps qu'une conférence basique. Ça, c'est clair et net. Et c'est aussi beaucoup plus intéressant. Se taper des voyages à pas finir pour aller parler à des gens dans les régions françaises, etc. Voilà, ça prend du temps. Voilà, on le fait. Les élèves, les étudiants, ça, on le fait aussi. Maintenant, après, vous voyez bien, il y a plusieurs grands chemins. Alors, évidemment, vous avez le chemin institutionnel. C'est pas se porter le vote, par exemple, des choses comme ça. Je comprends que des gens le fassent. Après, il faut voir aussi l'offre politique qui est en face. Hein. Enfin, je veux dire, je peux vous comparer le programme de Mélenchon, le programme de 81, par exemple. C'est un programme timide, d'accord? Voilà. Alors qu'il est stigmatisé dans la presse comme un rouge de chez rouge, quoi. Enfin, donc là, dans le principe, sur les marges de manœuvre institutionnelle, je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose. Parce que, comme tu dis, ils ont pris le pouvoir. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ils sont surpuissants. Ils ont mobilisé toutes les formes de capitaux. Oui, moi je fais ma thèse chez Bourdieu, donc capitaux, voilà. Économique, voilà, social, peut-être même culturel, hein. D'accord, symbolique, ça. Vraiment, il y a une accumulation qui est impressionnante et qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a rarement connu ça. Je pense qu'il y a alors là, je dis ça par exemple, quand je peux faire les cours sur la socialisation, donc le féminisme, tout ça. Dans une société, alors je peux monter un débat par les étudiants, on aurait pu le faire, c'est long, voilà, en disant, bon, je pose une situation absurde. Un couple a un enfant, il n'y a aucun moyen de garder. Voilà.
un des deux parents doit s'arrêter de travailler. Lequel? En fait, il y a deux clans qui se forment. Il y en a qui disent c'est la mère, il doit s'arrêter de travailler. Il y en a qui disent c'est le père. Alors déjà, bon, c'est extrêmement genré comme division, je peux vous le dire. Et le camp, plutôt des hommes d'ailleurs, les gagne toujours. Mais toujours, ils ont raison, ils ont tout raison. Ouais, c'est vrai, bah oui, regarde, la femme gagne moins de chances de ci, etc., etc. C'est parce qu'en fait, il y a un problème. C'est qu'une société comme la nôtre, une société patriarcale, pour lutter contre le patriarcat, il faut juste être injuste, illogique, irrationnel. Et les meilleures sorties de argumentaire que j'ai eues, c'est des élèves, je dis encore, c'était une fille qui disait, eh ben moi, on gagnera moins d'argent, moi ça se passera moins bien, mais en tout cas, j'irai travailler et mon mari, de toute façon, ce sera pas toi. D'accord? Voilà. Donc à un moment donné, il y a quelque chose comme ça. Donc dans l'idée, vous voyez, c'est-à-dire que comment on fait pour lutter contre un système, c'est Dardo Laval qui dit ça, dans Le cauchemar qui n'en finit pas, c'est un chouette livre, je préfère vraiment La nouvelle raison du monde. Mais qui dit à un moment donné, on a énormément de mal à penser en dehors du système lui-même. C'est extrêmement difficile. Et le système, il a cette plasticité-là, vous savez, comme disait Deleuze, qui est une société qui fuit, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'adapte énormément. Vous êtes en colère? Vous voulez tout renverser? Ben, le capitalisme vous fait un t-shirt, d'accord? Un t-shirt, je suis en colère. Tu veux éditer un livre? Mais bien sûr, ben, il y a des droits d'auteur, c'est bien. Mais d'accord, cette puissance-là du capitalisme. Et pourquoi il gagne, à mon avis, c'est parce que le néolibéralisme, c'est en nous, nous le portons, en réalité. D'accord? Moi je ne me définis pas comme néolibéral, tout ça, etc. Voilà. Je suis parti en voyage à La Réunion et j'ai assisté à des scènes où j'étais le néolibéral de service, quoi. Hallucinante, quoi. D'accord? J'ai intégré tellement de choses comme tout le monde. Voilà. La scène c'était simple, c'était une dame qui appelle pour acheter une piscine d'occasion, un truc, voilà quoi. Et qui appelle et qui dit, gars, voilà. Vous vendez votre piscine, ouais, 80 €, ouais. Mais vous êtes sûr que c'est 80 € parce que vous vendez aussi la pompe qui va avec, et la pompe, elle vaut déjà 100 € au mois d'occasion, quoi. D'accord? Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle négocie à l'envers, quoi. Et le gars dit, non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, tout ça, etc. Elle fait, ah ouais, ok, bah, c'est vraiment pas cher, c'est intéressant, puis moi, c'est pour ma petite fille, c'est bien et tout. Et elle lui dit, bon, bah, je vous rappelle. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Saute dessus, on y va, on prend la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? On a intégré tellement de choses. De maximisation, de rapidité, de maximisation de nous-mêmes, sportive, amoureuse, comme vous voulez, etc. Et ça, il faut commencer par lutter par ça. Et pour ça, il y a des choses. Hein. Il y a la socio-analyse, par exemple. D'accord? Ça va, on fait comment c'est construit, tout va bien, on va, c'est extrêmement pratique. J'ai vu l'esquisse de socio-analyse de Bourdieu, par exemple, c'est des approches très intéressantes de comment on peut travailler sur nous-mêmes et ce qui nous détermine. Peut-être une dernière question. Je vais essayer de donner la parole à qui n'a pas encore eu. Merci beaucoup. J'avais plein de questions, mais en fait, il m'en vient une, donc je vais la poser. Je viens de terminer le bouquin de Serge Alimi sur la gauche essayée, quand la gauche essayait. Et c'est assez intéressant parce qu'il fait un retour assez critique sur notamment les gens de gauche et leur capacité économique. Et moi, je me pose souvent une question. Pourquoi on perd quand on est la gauche. Quand elle est la gauche. La gauche, c'est les gens qui essaient d'avoir un système socialiste plus ou moins redistributif, voilà, qui essaient de lutter contre le capitalisme, qui essaient de lutter contre le néolibéralisme. Enfin, je fais un cadre général, mais vous voyez un peu. Et j'ai l'impression que très souvent, même aujourd'hui, si on regarde, je prends des exemples que je ne connais pas trop, donc c'est pour ça que c'est la dernière question, mais elle me vient comme ça, mais j'ai envie de la poser. Par exemple, au Venezuela, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi quand la gauche est au pouvoir, ou clairement par exemple quand Erdogan essaye de faire, il n'est pas de gauche du tout, hein, mais quand il essaye de faire quelque chose qui contredit les marchés, il se fait attaquer et il est obligé de se plier. C'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'ils ont une raison scientifique, ils ont quand même une raison réelle. C'est-à-dire que, c'est leur nom qui disait ça, ils ont les moyens de faire pression. Et donc, comment on peut lutter contre ça, indépendamment du fait qu'ils ont raison ou pas scientifiquement? Alors, déjà, il y a des. En fait, la réponse, j'ai deux réponses à donner, mais c'est la même. C'est-à-dire que, pour moi, il faut distinguer très clairement une gauche anticapitaliste de ce que tu appelles la gauche. D'accord? C'est-à-dire que si on prend, par exemple, même Mélenchon, par exemple, on va tomber sur quelqu'un qui accompagne le système capitaliste. C'est-à-dire que lui, il n'est par exemple pas du tout dans l'idée qu'il y aurait un mauvais capitalisme. Enfin, si, il y en a un, mais aussi un bon. Donc sortir de la propriété privée ne l'intéresse pas, par exemple. Mais pas du tout. D'accord? Donc lui, il va par exemple être très pro-européen. Mais type
euro, hein, pas l'Europe, mais l'euro. Voilà. Donc ils pensent que la plus-value, etc., est quelque chose de normal. Bon. Donc déjà, si on cherche des solutions à l'intérieur de ça, le problème c'est que quand tu joues dans les règles, tu as forcément perdu, parce que l'équipe d'en face, elle triche. Elle triche et c'est celle qui a tous les moyens. D'accord? Donc il y a un moment donné, je l'ai toujours perdu. La dernière fois, franchement, qu'on a voté et qu'on a vraiment tapé fort, le TCE, d'accord? Traité de Constitution européenne, oh là, hein, okay, on s'est battu. Quoi. On s'est battu, on a fait des conférences et tout, etc. Et on a gagné. On a gagné rien du tout, d'accord? Ils ont attendu qu'après, bam! Ils ont fait quoi? Ils ont passé le traité de Lisbonne, allez hop, Hollande et Merkel, les Sarkozy passent les papiers. Là, c'est cool, voilà. Et le Parti Socialiste complice jusqu'au bout, d'accord? C'est qui se réunit à Versailles, qui bloque pas le truc en disant on discutera à l'Assemblée nationale, tu n'as pas la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, bah, je sais bien, voilà. Donc tout ça, d'accord, fait qu'on n'interroge même plus les peuples. Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais on veut commencer à gagner, il va falloir sortir des règles. Mais c'est très compliqué, très compliqué. Là, par exemple, c'est vrai, je dis des choses, par exemple, sur l'anarchie, par exemple, pourquoi pas. Pas l'anarcho-capitalisme, hein, qui est un truc hyper étrange, hein, Gosic, tout ça, c'est furax. Mais sur l'anarchie, par exemple. Et c'est vrai que, franchement, j'ai discuté avec un gars comme ça, et je lui dis, bon, pour toi, l'anarchiste, est-ce qu'il faudrait des papiers pour tous? Tu vois, l'utopie et tout ça. Et il me dit, pas de frontières. Et là, je fais. Je vais te poser. Non, mais voilà, c'est ça en fait. Et il le dit, Lordon. Frédéric Lordon le dit. Il dit être de gauche et toucher le cadre. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit bon, alors, donc je sais pas, ouais, mais bon, vu la situation, on est comme on dit G2, il vaut mieux que, etc. Mais bon, touche le cadre. C'est pour ça qu'ils proposent pour une sortie de l'euro. Réfléchissez bien, les marchés financiers sont tellement endettés, que si jamais on déclare un nouvellement de la dette, alors là, ça va se déchaîner. Mais en revanche, là, nos banques, elles s'effondrent dans la minute. Ok, il y aura une vengeance des marchés, ça c'est sûr et certain. Les banques, elles s'effondrent, on les privatise, on les nationalise. 1 euro, d'accord? Même peut-être 1 franc. Et donc, dans le principe, à ce moment-là, si on nationalise nos banques, bah, à ce moment-là, on reprend la main sur certaines choses. Mais ça ne va pas tout seul. En effet, si on joue dans leurs règles, on n'y arrivera pas. Si on nationalise la banque, c'est ensuite pour la rendre beaucoup plus locale. Si jamais on s'approprie l'arme monétaire, il faut s'approprier l'arme budgétaire. Peut-être créer une monnaie parallèle, il faut, etc. D'accord? Des idées, il y en a partout. Vous avez vu les travaux de Bernard Friot sur le salaire à vie, par exemple. Voilà, Bernard Friot, il dit quoi? Il dit, vous savez, quand je paye un salarié, ben, il y a la moitié qui part en cotisation sociale. Il dit, faisons que de la cotisation. C'est-à-dire qu'on produit et on capte tout sous forme de cotisation. Après, on met ça dans des commissions. Alors, oui, ok, il est du PC, parce que une commission. Ok, d'accord. C'est fort connu. Mais en tout cas, comment dire, dans les commissions, alors il justifie les commissions d'investissement, commissions de ça. Il dit que la violence économique ne disparaîtra pas. Donc il faut la mettre quelque part dans une institution, c'est très bien. Et donc à ce moment-là, vous pouvez renouer avec le tirage au sort, par exemple, pour savoir qui est dans les commissions, comment elles sont organisées, etc. Et il propose de donner un salaire à vie, et que c'est nous qui allons définir qui mérite un salaire. Donc lui, il pose 4 niveaux de salaire, je me souviens bien. Et par exemple, je m'occupe d'un théâtre, hop, salaire. Toi, tu élèves tes enfants, bah, ok, ben j'y vais, donc hop, un salaire, etc. D'accord? Donc les salaires sont attribués comme ça, avec une idée formidable qui est de dire à un moment donné, les gens ne sont pas propriétaires des entreprises en fait. Non. Dire que je tente quelque chose, voilà, je te propose un projet, je veux dire, je sais pas, je vais faire des nouveaux ordinateurs, et finalement ça marche pas, ou il y a une équipe qui est plus forte. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est elle qui prend les moyens de production. Moi, je peux aller avec eux, parce que finalement, je sais faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, il y a des solutions. Et Friot propose des solutions. D'accord ou pas d'accord. Voilà, je crois que lui, il pense que le changement se fait sur le temps long, par exemple, ou des choses comme ça. Mais les grandes discussions sur la gauche, elles sont là. Hein. Il y en a qui vont me dire, la sécurité sociale, c'est génial. Il y en a qui vont me dire, l'anarchiste en question, par exemple, il dit, mais non, le capitalisme propose de te soigner de maladies qu'il te donne. Ah oui, d'accord. Il donne des allocations chômage, mais il met au chômage d'abord. Oui, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Est-ce que la sécurité sociale, ça n'a pas été un moyen d'arrêter un mouvement révolutionnaire? Difficile de répondre. D'accord. Est-ce qu'on a tout essayé? Utopie, ça veut dire bon, c'est pas de lieu, mais ça veut dire que c'est pas réalisable. D'accord. Je sais pas. Mais en tout cas, il est urgent qu'on discute tous ensemble, vraiment, tous ensemble, des philosophes, des poètes, des écrivains. D'accord. Voilà. Je crois que le temps est écoulé. Oui, je propose qu'on aille discuter, parce que je suis sûr que vous avez encore beaucoup de questions, au cocktail qui va suivre.
Donc il y a un cocktail. Je propose qu'on remercie encore Sylvain.